BFM TV, c'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est pas tous les jours dimanche, votre grand rendez-vous d'actualité et de débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire ce soir, l'invité de la semaine est un ancien président de la République. Nous recevons ce soir François Hollande. Avec lui, nous aborderons les multiples crises qui traversent l'Europe et la France. Crise au Haut-Karabakh, crise du pouvoir d'achat, crise de l'immigration, mais aussi crise au sein de la NUPES, et vous verrez, il a des choses à dire. Ensuite, comme chaque dimanche à 19h, vous retrouverez le duel du dimanche. Ce soir, face à face, un ancien ministre de l'Intérieur, président du Conseil constitutionnel, président de l'Assemblée nationale, un des plus beaux CV de la République, Jean-Louis Debré, se retrouvera face à Robert Ménard, le maire de Béziers. Voilà le sommaire. C'est pas tous les jours dimanche. C'est parti. C'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche. Juste avant de retrouver François Hollande pour la grande interview du soir, on va d'abord faire un point avec vous, Mathias Tesson, sur l'enquête autour de la disparition de la jeune Lina. Mathias, ce qu'on a appris il y a quelques heures, c'est qu'une information judiciaire avait été ouverte pour enlèvement ou séquestration. Très concrètement, Mathias, qu'est-ce que ça change pour l'enquête? C'est l'information effectivement de la journée. Jusqu'à présent, cette enquête était menée sous la responsabilité de la procureure de la République de Saverne, procureure qui a donc décidé de finalement confier cette affaire à deux juges d'instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire désormais deux choses. D'abord que l'hypothèse criminelle est désormais clairement envisagée par la justice concernant les faits, concernant la disparition de cette jeune fille de 15 ans. Et puis deuxième chose, ces deux juges d'instruction désignés, ils vont désormais avoir des pouvoirs d'investigation plus amples, plus souples, plus rapides également. Et on s'inscrit désormais dans le temps long de l'enquête, dans le temps long de l'instruction. Ces deux juges d'instruction, ils vont enquêter comme ça pendant plusieurs mois, voire même pendant plusieurs années. Ils vont pouvoir procéder par exemple à des expertises, mettre sur écoute des personnes ou procéder à des perquisitions. C'est désormais le temps long de l'enquête qui s'ouvre. Et également des informations sur des fouilles dans une maison qui a été passée au peigne fin. Est-ce qu'on a des informations sur ce qui aurait été retrouvé ou pas par les enquêteurs? On sait que cette maison avait notamment été ciblée parce que devant, il y avait une voiture stationnée de couleur plutôt grise, de marque plutôt Clio. Et vous savez, ce véhicule-là est dans le radar des enquêteurs depuis maintenant 48 heures suite à un témoignage corroboré par des images de vidéosurveillance. Et donc, il y a eu cette maison effectivement fouillée à proximité de l'endroit où disparaît cette jeune fille. Et ces fouilles ainsi que l'audition du propriétaire n'ont rien donné. Toutes les pistes sont toujours exploitées pour l'instant par les enquêteurs. Merci beaucoup Mathias Tesson, vous revenez évidemment nous voir si on a du nouveau concernant la disparition de la jeune Lina. On se retrouve dans quelques instants dans C'est pas tous les jours dimanche pour la grande interview du soir avec l'ancien président de la République, François Hollande. À tout de suite. C'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et tout de suite, l'invité de la semaine. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va aborder beaucoup de sujets avec vous, les sujets internationaux, nationaux, la question du pouvoir d'achat, de l'immigration aussi, de la crise au sein de la NUPES. Mais je voudrais commencer avec ce qui se passe au Haut-Karabakh et l'exode de plus de 100 000 Arméniens. La situation humanitaire sur place est absolument dramatique. L'Arménie parle, je cite, de nettoyage ethnique. François Hollande, est-ce que la France, l'Europe ont laissé tomber les Arméniens ? Il est encore temps de pouvoir agir. Le Haut-Karabakh, ça peut paraître mystérieux pour nos compatriotes. C'est loin, c'est une région qui est disputée depuis des années entre l'Azerbaïdjan d'un côté, l'Arménie de l'autre. Mais il se trouve qu'il y avait une forme de statu quo et la France était partie prenante avec la Russie, les États-Unis pour avoir un rôle de médiation. Ce qu'on appelait un conflit gelé. C'était un conflit gelé depuis longtemps, mais où il y avait une médiation possible à travers des puissances, la Russie et les États-Unis et la France. Il se trouve que là, depuis maintenant plusieurs jours, l'Azerbaïdjan, appuyé par la Turquie, a été jusqu'à envahir le Haut-Karabakh, cette région qui est peuplée uniquement d'Arméniens. Les Russes, qui devaient protéger la partie qui était justement occupée par les Arméniens, on laissait faire. On laissait faire, et donc il y a eu une forme d'accord entre Erdogan,
président de la président Turquie, turc, ouais. et Poutine, pour que l'Azerbaïdjan ait, si je puis dire, carte blanche pour aller jusqu'au Karabakh. Conséquence, il y a à peu près 120 000 Arméniens qui vivent dans cette région-là. Et donc, ils fuient. Ils fuient parce qu'ils risquent pour leur vie. Ils fuient parce qu'il y a une peur qui est assez légitime. Et donc, c'est ce qu'on appelle un nettoyage ethnique. Qu'est-ce que c'est Donc vous reprenez cette expression de nettoyage ethnique, d'épuration ethnique concernant ce qui se passe au Karabakh? Oui, que ce soit voulu ou que ce soit finalement tacite, on pousse une population à partir. Alors là, depuis maintenant plusieurs heures, il y a une décision qui a été prise, enfin, c'est qu'une mission de l'ONU va aller sur place pour, au moins sur le plan humanitaire, faire que les gens ne puissent pas fuir s'ils ne le souhaitent pas, ou qu'ils puissent aller en Arménie sans être inquiétés. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire, la France, l'Europe? D'abord, je vous laisse continuer, mais est-ce que la France et l'Europe sont suffisamment vocaux, parlent suffisamment fort pour dénoncer ce qui se passe là-bas? Ou est-ce que vous considérez qu'ils sont trop silencieux sur ce sujet? D'abord, il faut parler, mais parler ne suffit pas. Il faudrait parler plus fort et agir plus vite. Parler plus fort parce qu'il y a là un risque humanitaire, il y a là une nouvelle fois un recours à la force, et il y a une région qui est maintenant totalement annexée, et un pays, l'Arménie, qui peut être menacé. Donc c'est en ce sens qu'il faut aussi agir. C'est-à-dire, vous dites, l'étape suivante, c'est s'en prendre directement à l'Arménie. L'étape suivante peut être de la part de l'Azerbaïdjan, appuyé par la Turquie et avec le sauf-conduit russe, de prendre une autre région de l'Arménie pour faire une jonction entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. C'est ça le risque. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut condamner, il faut exiger, il faut envoyer... c'est le cas, une mission de l'ONU. Est-ce que, par exemple, il faut que Emmanuel Macron congédie l'ambassadrice azerbaïdjanaise en France? Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ça ne sert absolument à rien. Il y a la diplomatie... C'est ce que demandent les Arméniens en France. Oui, mais je peux les comprendre, parce que nous sommes très liés à l'Arménie, nous, Français. Nous sommes très liés parce qu'il y a eu un génocide, que nous avons accueilli de nombreux réfugiés qui eux-mêmes ont des descendants, qui sont des Français parfaitement intégrés et qui jouent un rôle dans notre République. Moi-même, j'ai fait voter, quand j'étais parlementaire, une loi pour condamner le génocide, pour punir ceux qui le niaient. Et il y en a, hélas, y compris dans notre pays. Et donc, ils sont tout à fait en colère par rapport à ce qui est une nouvelle menace pour leur patrie d'origine, l'Arménie, petit pays, 3 millions d'habitants, sans grands moyens pour avoir des forces armées. Il faut se souvenir que le budget militaire de l'Azerbaïdjan, c'est l'équivalent du budget total de l'Arménie. Donc une dissymétrie entre les forces. Longtemps, ils ont été protégés par les Russes. C'est ce qui avait permis justement de trouver un statu quo. Sauf que parce que le Premier ministre arménien a voulu se détacher de la Russie, jusqu'à même prendre une décision pour la reconnaissance de la Cour pénale internationale, eh bien, il a été puni. Donc vous dites qu'il faut aller plus loin. C'est quoi? Est-ce que, par exemple, c'est des sanctions supplémentaires sur le régime azerbaïdjanais? Est-ce que c'est l'Union européenne qui doit se passer du gaz qui vient de l'Azerbaïdjan? D'abord, il y a effectivement la question du gaz. Parce que si certains pays sont silencieux, pas tous, et la France doit être plus vocale, comme vous dites, que d'autres, et plus forte compte tenu de ce lien qui nous unit à l'Arménie. Et moi, je suis de ces Français qui ont une solidarité de tous les instants à l'égard des Arméniens. Mais il faut donc que des pays qui ont eu des contrats gaziers, suite d'ailleurs au fait qu'il n'y en avait plus avec la Russie, eh bien considèrent que c'est pas parce qu'on achète du gaz qu'on doit tolérer ce qui se produit aujourd'hui dans le Haut-Karabakh et menace par rapport à l'Arménie. Mais je vais ajouter un autre argument. Nous sommes dans une situation internationale où, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le recours à la force devient maintenant un procédé, un moyen d'action, une manière de conquérir des territoires. On a une deuxième illustration, j'allais dire une réplique avec ce qui se passe avec l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh
et l'Arménie menacée. On peut en avoir d'autres. On a la Turquie qui, hélas, fait suite à un attentat terroriste, peut être tentée elle-même d'aller en Syrie ou d'aller en Irak pour punir ceux qui nous ont frappés. Donc si le monde laisse faire les recours à la force, alors on ira de proche en proche vers d'autres conflits. On pense tous à la Chine par rapport à Taïwan. Donc il faut condamner ces recours à la force. Envoyer éventuellement des troupes de maintien de la paix sur place. Là, c'est vraiment à l'ONU de jouer, hein, Ouais. c'est son rôle. L'Europe n'a pas de contingent à envoyer, sauf si l'ONU faisait appel à certains pays. Mais là, c'est à l'ONU de faire en sorte qu'il y ait une force d'interposition et une protection des frontières de l'Arménie. Ce serait une bonne idée ? Oui, ça c'est une bonne démarche. Parce que ce qui est maintenant en cause, c'est de savoir si l'Arménie peut être garantie pour sa sécurité ou pas. Et aujourd'hui, la menace est réelle. François Hollande, autre sujet international que je souhaitais aborder avec vous ce soir, c'est la décision annoncée par Emmanuel Macron il y a une semaine de retirer les troupes françaises du Niger d'ici la fin de l'année, après le putsch militaire contre les autorités en place. Nous sommes 10 ans. Plus de 10 ans après l'intervention au Mali, que vous aviez décidé. Le départ du Sahel des troupes françaises, c'est aussi votre échec ? Ah non, ce n'était pas un échec. Nous sommes venus au Mali, c'est ma décision. Pas au Niger, mais nous sommes venus au Mali parce que nous étions appelés par les chefs d'État, le président du Mali, mais tous les chefs d'État de la région. Nous ne sommes pas venus au Mali pour je ne sais quel intérêt matériel, commercial, une tutelle sur l'Afrique. Pour se battre contre les djihadistes. Pour se battre contre des djihadistes qui mettaient sous tutelle une population, qui violentait des femmes, détruisait des monuments, y compris religieux. Et donc, nous avons fait notre devoir. Je rappelle que 59 soldats français sont morts pour sauver le Mali de ce qu'était à ce moment-là le risque d'une déstabilisation complète du pays par les djihadistes. Nous sommes restés longtemps, c'est-à-dire qu'après il y a eu Barkhane, et Barkhane, c'était la deuxième étape, s'est étendue sur d'autres pays sahéliens. Mais le départ du Sahel, pardon François Hollande, est un échec français. Et on a parlé du sentiment anti-français qui s'est développé. On parle désormais du risque que les djihadistes précisément progressent compte tenu de l'absence de militaires français. C'est un échec, qu'il soit le vôtre ou celui aujourd'hui d'Emmanuel Macron. C'est pas le problème. C'est une curieuse conception. Quand il se passe quelque chose dans un pays, de penser que ce serait la faute de la France. Mais pourquoi donc ce serait la faute de la France ? La France, elle a fait son devoir de solidarité à l'égard du Mali. Elle a fait en sorte qu'il puisse y avoir une action de développement du Sahel. Elle a fait mobiliser son agence de développement autant qu'il était nécessaire. Ensuite, il y a un coup d'État qui se produit au Mali il y a maintenant près de 3 ans. Une façon peut-être de ne pas tolérer les coups d'État, c'est de les empêcher. Ça n'a pas été fait. Je n'étais plus président. Une fois qu'il y a des coups d'État, on voit bien la séquence. Coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina Faso, coup d'État au Niger, coup d'État au Tchad, coup d'État en Guinée. Donc il n'y avait pas d'autre stratégie possible que de retirer les troupes. Je ne suis pas, comme vous savez, en responsabilité depuis maintenant plus de 5 ans. Mais il n'y avait qu'une chose à faire dès le premier coup d'État au Mali. C'était soit de ne pas l'accepter et de partir, soit de l'empêcher. Nous avons, la France a pris la position d'attendre. Et elle pensait qu'au Niger, avec un président démocratiquement élu, elle pouvait mener ses opérations Barkhane. Ça devient impossible. Elle s'en va. Quelle est la conséquence ? Vous en parlez vous-même. Au Mali, en ce moment, au moment où nous parlons, eh bien, les djihadistes sont revenus. Ils réoccupent le nord du Mali. Ils attaquent l'armée malienne, soi-disant soutenue par les groupes Wagner avec russes. Le succès qu'on voit. Vous voyez le succès. Ouais. Donc, c'est terrible pour l'Afrique, c'est pas la responsabilité de la France, c'est terrible pour ces pays-là. Et moi, j'ai beaucoup de relations avec la société civile malienne, burkinabé ou nigérienne. C'est terrible, parce que ça veut dire que tout ce qui a été fait est fait avec aussi les Maliens ou les Africains, eh bien, est totalement remis en cause. Et les djihadistes qu'on voulait repousser, ils sont de nouveau là. Et donc, la plus grande responsabilité, c'est celle des militaires qui ont fait les coups d'État. Et la plus grande faute, c'est de les tolérer. François Hollande, on va parler des sujets de la rentrée dans le quotidien des Français, le pouvoir d'achat, l'immigration. Mais juste avant, une question d'ordre plus général sur l'ambiance du moment. Le président de la République a réuni pendant 12 heures les forces politiques d'opposition à Saint-Denis.
sans grand succès. Cela n'a pas empêché Elisabeth Borne de dégainer pour la 12e fois un 49-3 vendredi soir. Comment est-ce que vous qualifieriez cette ambiance politique de la rentrée et combien de temps peut durer encore cette instabilité ? Quel est le problème? Et ce problème est sans doute plus actuel compte tenu de ce qu'a été la majorité relative à l'Assemblée nationale. C'est que les grandes familles politiques qui structuraient le débat en France depuis des années, pour ne pas dire des décennies, une gauche représentée par le Parti socialiste, une droite représentée par les LR, l'UMP, le RPR, ces partis-là se sont effondrés, ou en tout cas se sont affaiblis. Résultat, il y a une représentation parlementaire éclatée, avec en plus une extrême droite qui est dans une forme d'opposition totale. Et une gauche radicale qui l'est tout autant. Donc à partir de là, ça devient très difficile. Donc est-ce que le gouvernement a fait suffisamment de gestes pour avoir des compromis ? Il y a un risque de, je ne sais pas, d'empêchement pour le président de la République. Vous avez connu vous-même, quand vous étiez aux responsabilités, des frondeurs. Vous avez vous aussi engagé la responsabilité de vos gouvernements. Comment la situation peut se débloquer? Est-ce qu'il faut une dissolution? Est-ce qu'il faut un acte politique fort? On a le sentiment que tout est totalement fossilisé. Les institutions sont très protectrices en France pour le président de la République. Et je peux en parler. J'ai connu des crises, des attentats, des attaques terroristes, des événements internationaux, parfois des contestations intérieures. Mais les institutions sont solides. Mais ce qui compte, c'est le rapport de ceux qui représentent ces institutions avec les Français. Pas simplement avec les forces politiques, avec les Français. Et le vrai sujet qui doit nous inquiéter, c'est la distance qu'ont pris les Français par rapport à leurs représentants et à la politique. C'est ça, à mon avis, le facteur qui peut provoquer une crise. C'est pas un débat parlementaire qui se termine au 49-3. Ça fait partie, hélas, ou heureusement, des procédures. Non, c'est l'éloignement des Français par rapport à ceux qui les représentent. Le sentiment qu'il n'y a pas de décision qui corresponde à leurs attentes ou qu'ils ne se sentent pas eux-mêmes compris, connus dans leur mode de vie, et l'inflation, de ce point de vue, joue un rôle supplémentaire. Donc ce qu'il faut essayer de rétablir, et c'est pas vrai simplement pour le président de la République et le gouvernement, c'est vrai pour toutes les familles politiques, c'est de retrouver un lien avec les Français. Je voudrais vous faire écouter, vous évoquiez le 49.3 en considérant que c'est une sorte de quelque chose d'assez banal finalement, mais je voudrais vous faire écouter ce que disait à la tribune de l'Assemblée nationale vendredi soir Mathilde Panot pour réagir à cet engagement du gouvernement par Elisabeth Borne. Écoutez. Vous n'aurez tenu que 3 jours avant de dégainer un nouveau 49-3. La rentrée n'aura pas eu raison de vos réflexes autoritaires. Vous faites la démonstration pour la 12e fois de votre incapacité à supporter la démocratie et la contradiction. Vous êtes à dessein à la tête d'un gouvernement incapable, missionné pour brutaliser le peuple. Brutaliser le peuple. Est-ce que ce type d'expression-là, explique aussi cette distance dont vous parlez, ou est-ce qu'au fond, Mathilde Panot dit ce que pense une partie des Français quant à la façon de gouverner d'Emmanuel Macron? Les Français, ils sont à la fois heurtés par les procédures contraignantes qui pèsent sur le Parlement, en l'occurrence l'Assemblée nationale, les recours incessants au 49.3 qui vont continuer. Et il est en même temps heurté aussi par la vocifération, les clameurs, l'empêchement de trouver des compromis. Les deux existent. Donc là, vous parlez de la France insoumise, de cette façon de faire de la politique? Comme les autres, c'est-à-dire dès lors que ni l'extrême droite, ni les LR, ni, et pas davantage le Rassemblement national, la NUPES, ne veulent voter une disposition sur le budget, bon, le gouvernement utilise le 49.3. Il est peut-être d'ailleurs très heureux qu'il n'y ait pas de compromis. Mais il fait une faute. Il faudrait qu'il fasse des gestes autant qu'il est possible, ne serait-ce que pour mettre ses opposants devant leurs contradictions. Il ne le fait pas. Et donc on a effectivement la vision d'une assemblée qui marche au 49.3 et qui, parce que justement elle est empêchée de trouver des compromis, soit parce que personne n'en veut, soit parce que le gouvernement ne les sollicite pas, eh bien, il y a le sentiment qu'il n'y a pas d'issue. C'est pour ça que c'est préjudiciable. Alors, après, ce qui compte, c'est aussi le contenu des textes. Mais justement, François, le contenu des textes, la question de cette rentrée, et ça va être un débat au Parlement dans les prochaines semaines, c'est la question budgétaire, avec notamment ce que peut faire le gouvernement sur la question de l'inflation.
Et on a le sentiment, de ce point de vue-là, qu'il y a une forme d'impuissance des pouvoirs publics avec des annonces qui sont faites, puis qui sont contredites quelques semaines plus tard. Est-ce que vous dites, au fond, l'État ne peut pas tout, ils font ce qu'ils peuvent, ou est-ce qu'il y aurait des outils efficaces pour lutter contre cette inflation qui frappe les Français ? Alors, il y a ce qui relève de l'action de l'État et ce qui relève de l'action des entreprises. Ouais. Ce qui appartient à l'État, c'est de mettre en place des procédures de régulation. En l'occurrence, d'obliger maintenant des négociations entre industriels et distributeurs beaucoup plus fréquentes, puisque si les négociations sont quasiment toute l'année, eh bien, on peut répercuter les baisses de prix, car il y a des baisses de prix. Si on met 3 mois ou 4 mois... Donc ça, c'est ce que prévoit le gouvernement, d'avancer, de permettre ces négociations. Il faut le faire vite et il faut le faire de manière régulière. Deuxièmement, il y a ce qu'on peut faire sur les marges des entreprises, notamment les marges des producteurs les raffineurs. Donc là, il y a une action qui doit être engagée, qui doit être plus contraignante. Il y a troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire sur les prix des carburants eux-mêmes ? Il y a 2 options où on baisse de manière significative la fiscalité sur les carburants. C'est ce qu'a fait le gouvernement pendant un temps, qu'il n'aurait peut-être pas dû faire, mais il l'a fait. En faisant une ristourne, c'est-à-dire faisant une ristourne, donc il y a eu un précédent. Ouais. Ce précédent coûte très cher. Et il est très inégalitaire, puisque selon... Et anti-écologique. Et anti-écologique, il est inégalitaire et anti-écologique. Alors, selon que vous ayez une grosse voiture, que vous fassiez beaucoup de kilomètres, vous avez un avantage d'autant plus grand qu'il y a eu une ristourne. Donc la seule façon, c'est pas de faire un chèque, très franchement, de 100 € par an, c'est d'avoir plusieurs chèques qui doivent être apportés à ceux qui utilisent de l'énergie parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions, et ceux qui utilisent leur voiture. Donc là, mais plusieurs chèques, François Hollande, ça coûte de l'argent aussi. Mais bien sûr que ça coûte. Ça coûte moins. On ne peut pas à la fois dire que la trajectoire budgétaire n'est pas sérieuse et pas crédible, et en même temps demander à ce qu'il y ait plusieurs chèques qui soient signés pour aider les Français. Ça coûte moins que de faire une ristourne ou de baisser la TVA, ce qui n'est même pas possible au plan européen. Est-ce qu'il y a une marge là-dessus pour l'État ? Oui, il y en a une, parce que c'est pas technique, chacun le comprendra. La TVA, elle est proportionnelle au prix du carburant, y compris la taxe sur le carburant lui-même. Donc, chaque fois que le prix du carburant augmente, eh bien, la TVA crée... Donc c'est quoi, il y a une cagnotte Non, c'est pas une cagnotte, ça va dans le budget de l'État. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre pour les Français. Pourquoi l'État gagne de l'argent quand le prix augmente ? Donc, lorsqu'il y avait le gouvernement de Lionel Jospin, ça remonte à loin, il y avait eu ce qu'on appelait la taxe flottante, c'est-à-dire on récupérait une partie du gain que l'État générait par cette taxe, et on la répartissait pour les Français. Et la seule façon de l'affecter pour les Français, ce sont ces chèques. Alors enfin, l'inflation, c'est pas simplement les prix, c'est aussi les salaires. Et ce qui fait problème, c'est que aujourd'hui, il y a un décrochage des salaires par rapport au prix. Pas pour le SMIC, puisque le SMIC est indexé, mais pour tous les salaires au-dessus du SMIC, il y a un phénomène d'écrasement des grilles, et donc, puisqu'il va y avoir une conférence sociale. Je suis heureux qu'on ait repris cette procédure qui existait. Alors qu'Emmanuel Macron n'avait pas une passion la pour tout ça. conférence sociale doit faire en sorte que toutes les branches qui ont encore des minima en dessous du SMIC revoient l'ensemble de leur grille, parce qu'il faut augmenter les salaires. Mais regardez pourtant, juste François Hollande, je voudrais vous soumettre une déclaration du ministre de l'économie et des finances jeudi soir. Voilà ce qu'il disait chez nos confrères de France 2. Il disait « Les Français ne s'appauvrissent pas ». Si les Français ne s'appauvrissent pas, est-ce qu'il y a besoin de faire ce type de chèque ou d'augmenter les salaires ? Parce que lui dit non, les salaires, ils augmentent. Non, les salaires n'augmentent pas à mesure que les prix eux-mêmes augmentent. C'est pas vrai pour le SMIC, puisque le SMIC, lui, est indexé. Donc il y a une forme de déconnexion. Et je crains qu'il y ait une forme de déconnexion, parce qu'il y a un retard dans l'augmentation du salaire. C'est-à-dire, même si l'ajustement se fait 6 mois ou 1 an plus tard, il y a une perte de pouvoir d'achat. La meilleure preuve, c'est que la consommation des ménages a baissé ces derniers mois. Et donc ça, c'est le signe le plus évident qu'il y a une difficulté de pouvoir d'achat. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on va indexer ou réindexer tous les salaires. Ça, je ne propose pas cette solution. Mais il y a une négociation, et la conférence sociale peut l'ouvrir, et aussi une forme de sanction. C'est vrai que moi-même, j'ai consenti des allègements de cotisations sociales importantes. Sans contrepartie. Oui, encore que le CICE, il y avait un comité d'évaluation, mais
il y avait la volonté de créer de l'emploi. Aujourd'hui, et c'est ce que demande la CFDT en particulier, il faut conditionner, si les efforts ne sont pas faits de réaménagement des grilles salariales, les exonérations de cotisations sociales. Rapidement, François Hollande, avant de parler du sujet de l'immigration, vous expliquiez en février dernier qu'Emmanuel Macron allait être obligé d'augmenter les impôts en 2024. Vous êtes trompé? Il n'y a pas d'augmentation d'impôts l'année prochaine? Il ne vous a pas échappé qu'il y avait la taxe foncière avait considérablement augmenté. Ça, c'est les collectivités locales. Oui, c'est les collectivités locales qui disent elles-mêmes qu'elles y sont obligées parce qu'elles ont perdu une partie de leurs recettes. Il y a un certain nombre de taxes qui augmentent, assurances et autres. On verra ce qui se passera du côté de la sécurité sociale. Est-ce que les forfaits vont pas augmenter? Mais en l'état, il réussit là où vous avez échoué en augmentant les impôts et en aboutissant à ce qui est ce fameux ras-le-bol fiscal dont avait parlé votre ministre de l'économie de l'époque. Mais à quel prix? Aujourd'hui, le déficit budgétaire, le déficit de l'État et des administrations publiques en France est le plus élevé de toute l'Europe. De toute l'Europe. Notre niveau de dette publique est le 3e au niveau européen. Nous avons aujourd'hui emprunté 280 milliards, quand je dis nous, c'est l'État, 280 milliards d'euros pour les prochains mois, avec des taux d'intérêt qui sont maintenant à 3 ou 4%. Pourquoi moi j'ai réduit les déficits? Pourquoi j'ai demandé un effort aux Français, aux plus favorisés, et pas seulement aux plus favorisés? Pourquoi je l'ai demandé? Parce que je ne voulais pas être dans cette situation. Donc c'est d'un niveau d'endettement public. Vous considérez que vous avez été un meilleur gestionnaire que ne l'est Emmanuel Macron aujourd'hui? Je pense que j'ai fait en sorte que la France sorte de cette spirale d'endettement, qu'elle réduise ses déficits, et qu'elles ne se mettent pas dans une situation de consentir des taux d'intérêt qui vont être de l'ordre de 70 milliards d'euros, 70 milliards d'euros en 2027. François Hollande, je voudrais donc qu'on parle du sujet migratoire. Après le drame de Lampedusa, où plusieurs milliers de migrants sont arrivés. Rappelons que depuis 2013, 30 000 sont morts en Méditerranée. Et il y a eu une prise de parole forte qui a évidemment été entendue à Marseille. C'était il y a une semaine. Écoutez le pape François. Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux et le fanatisme de l'indifférence. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. Il faut écouter le message du pape François. On voit que le gouvernement, lui, dit, Gérald Darmanin, non, on n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa, sauf si ce sont des demandeurs d'asile. En l'espèce, qui a raison? D'abord, le pape, c'est une autorité qui mérite d'être entendue. Quand elle dit, c'est un principe humanitaire. Vous l'avez rencontré plusieurs fois, le pape François, 2 fois, je crois. 2 fois. On ne peut pas laisser des gens se noyer. C'est un devoir, non pas simplement de solidarité, mais d'humanité. Mais c'est un devoir de dignité et d'humanité. Donc cette parole-là, comment la contester? Ensuite, quand le ministre de l'Intérieur dit on n'en prendra pas un, il sait que c'est faux. Et il fait d'ailleurs le codicile, s'il y a des demandeurs d'asile, nous les prendrons, parce que c'est la règle. Parce que autant nous ne pouvons pas accepter toutes les migrations, autant lorsque des personnes sont menacées pour leur vie ou sont en exil parce qu'ils viennent de pays où il y a des guerres ou des conflits, eh bien ils relèvent du droit d'asile. Alors qu'est-ce que fait l'Europe? Parce que là on va avoir un grand débat sur savoir est-ce que ce que propose l'Europe est efficace ou pas efficace. Juste un mot sur la situation française. Il aurait fallu, selon vous, par solidarité, en accueillir encore davantage ou, au fond, il faut rester comme ça et dire seulement les demandeurs d'asile? Mais il ne s'agit pas de dire qu'on va accueillir davantage. Ces personnes dont on parle ont traversé la mer, sont arrivées après des jours et des nuits d'horreur et arrivent sur les côtes. Pardon François, mais Jean-Luc Mélenchon, à votre place, il y a 2 semaines, disait ce sont nos frères, il faut les faire venir et par ailleurs, il faut régulariser tous les travailleurs sans papier. Non. Je crois que ça serait finalement un message qui serait tout à fait contraire à ce que nous voulons. Dire à tous ceux qui sont en Afrique aujourd'hui, qui vivent des conflits, tous ceux qui sont dans la misère ou dans la pauvreté, mais venez, vous serez accueillis, ce n'est pas vrai. Ils ne seront pas accueillis et ils ne seront pas nécessairement mis dans les meilleures conditions pour vivre leur vie. Et deuxièmement, régulariser tous les sans-papiers autant
et je l'ai fait comme président de la République, il y a des régularisations qui se font tous les jours. Enfin, sous mon quinquennat, ça se faisait tous les jours. Personnes qui étaient là depuis longtemps, travaillaient ou pouvaient travailler, ces régularisations se faisaient. Mais la régularisation générale des sans-papiers, nous ne l'avons jamais fait. La gauche au pouvoir ne l'a jamais fait. Ni François Mitterrand, ni Lionel Jospin. Donc il se trompe sur ce point, Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le seul, mais sur ce point-là, même s'il y a un principe humanitaire qu'on entend tous, mais c'est une fausse déclaration. C'est la déclaration de ceux qui ne seront jamais au pouvoir. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas possible. Et que ça ne peut pas être le message que l'on envoie au reste du monde. Et par ailleurs, on est dans un système européen. Donc, dire venez traverser les frontières, ce n'est pas vrai. On ne peut pas traverser les frontières. Il y a des règles, justement, ces règles qui vont être renforcées au niveau européen, des centres où il va y avoir des dépôts de demandes d'asile. Eh bien, c'est justement pour dire vous ne pouvez pas tous venir. Sûrement pas. Il y a un raidissement des opinions publiques en Europe et notamment en France sur cette question migratoire. Face à cela, le gouvernement essaye de tenir sur deux jambes. C'est d'ailleurs l'objet du projet de loi qui sera débattu au Sénat à partir du mois de novembre. Gérald Darmanin disait qu'il faut être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. C'est-à-dire fermeté pour accélérer les expulsions de ceux qui n'ont pas vocation à être sur le territoire et donner un titre de séjour pour les travailleurs qui exercent dans des métiers en tension. Est-ce que c'est le bon équilibre concernant l'immigration? D'abord, ce n'est pas la bonne expression. Ce ne sont pas des méchants qui viennent pour essayer... Les méchants, ils parlent de clandestins qui n'ont pas vocation à être là, parfois aussi de ceux qui ont un casier judiciaire. C'est d'autres choses. Ceux qui ont un casier judiciaire doivent être, quand il est possible de les renvoyer, expulsés. Mais lorsqu'il y a des gens qui viennent pour essayer de rentrer sur notre territoire, ou celui de nos voisins, pas un méchant, et pas plus qu'on doit considérer qu'il y a un gentil qui aurait tous les droits. Bon, non, il y a des règles qu'il faut poser. Quelles sont ces règles et qui doivent être aussi bien pour le plan européen que pour le plan intérieur? Pour le plan européen, il faut mieux protéger nos frontières extérieures, parce que ce sont les frontières de toute l'Europe. Et donc, il y a nécessité, ce que prévoit donc le texte qui est en discussion aujourd'hui au niveau européen, des lieux où ceux qui ont des demandes d'asile doivent les déposer. Deuxièmement, il faut mieux travailler avec les pays de transit. Les pays de transit, c'est la Tunisie, c'est la Libye, c'est la Turquie. Avec le succès que l'on a vu, avec l'accord qui a été passé avec la Tunisie, qui n'a pas empêché les migrants de passer. Et quand la Tunisie ne respecte pas l'accord, il y a des sanctions qui doivent être prises. Troisièmement, il y a aussi une action sur les causes mêmes de la migration. Si on ne règle pas, on a commencé par là, tous les conflits qui se passent dans le monde. Vous avez vu, même pour l'Ukraine, il y a 1 million de personnes qui sont venues. Alors cela, on en parle moins, parce qu'ils sont sans doute mieux intégrés. Ils sont surtout aux frontières de l'Est de l'Europe. Et à l'échelle nationale, François. À l'échelle nationale, c'est les mêmes principes. Il faut qu'on puisse aller beaucoup plus vite pour traiter les demandes d'asile. Et il faut que nous puissions régulariser les travailleurs qui déjà travaillent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont clandestins mais qui travaillent. Donc, au fond, vous dites la même chose que ce que veut le gouvernement sur ce sujet. Mais sur ce plan, je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin de lois supplémentaires. Il n'y a pas besoin de loi d'immigration pour même accélérer les possibilités d'expulser. S'il faut faire des accélérations. Mais enfin, il y en a eu 25 de lois ces dernières années. Donc, et avec tout le même principe. Donc si on doit modifier des procédures pour que ça aille plus vite pour les demandes d'asile, vous savez, pour que ça aille plus vite, il faut créer des postes de fonctionnaires pour qu'ils les traitent. Deuxièmement, il faut raccompagner, et ça c'est le plus difficile, raccompagner ceux qui ont été déboutés du droit d'asile ou qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Mais pour renvoyer, vous savez qu'il n'y a que 30 000 raccompagnements, enfin des opérations de conduite à la frontière, 30 000 quand on sait qu'il y a 300 000 clandestins qui vivent en France. Donc, à ce rythme-là, il n'est pas sûr qu'on y parviendra. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler avec les pays d'origine et faire en sorte que les personnes qui peuvent être renvoyées soient raccompagnées. François Hollande, je voudrais qu'on parle de la NUPES. Ce n'est pas vous faire offense que de dire que vous n'avez jamais été un grand fan de la NUPES, on peut dire ça comme ça? Alors, je suis pour l'union de la gauche, mais je ne suis pas pour une union qui est dirigée par la France insoumise. Parce qu'une union dirigée par la France insoumise ne peut pas arriver aux responsabilités du pays. On va développer cette idée dans un instant. Je voudrais vous faire écouter ce que disait Jean-Luc Mélenchon sur ce même plateau il y a 2 semaines concernant la NUPES. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Une écologie qui n'est pas anticapitaliste, pour moi, c'est du jardinage. Donc le socialisme, ça, c'est pour les écologistes. Oui, mais je vais continuer. Ouais. Le socialisme qui ne met pas en cause le capitalisme, c'est mignon. Ça, c'est pour et le communisme qui ne se donne pas comme objectif une révolution socialiste, je me demande ce que c'est. Au passage, le socialisme, c'est mignon, selon Jean-Luc Mélenchon. Quelles conséquences faut-il tirer de cette
façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de parler de la NUPES. Est-ce qu'il faut, notamment pour le parti auquel vous appartenez, le Parti Socialiste, dire on arrête les frais, c'est terminé? Jean-Luc Mélenchon, il a au moins un mérite, c'est celui de la cohérence. Il dit, moi je suis pour un programme qui est celui, même s'il l'habille autrement, d'une décroissance parce qu'il y a une crise de civilisation. On peut entendre cet argument. Il est sur une idée de révolution citoyenne, c'est-à-dire un surgissement du peuple contre les oligarchies, et il est pour une rupture totale avec la mondialisation, le capitalisme. Il est sur sa ligne. On peut l'approuver ou pas l'approuver, je ne l'approuve pas, mais c'est sa ligne. Mais il se trouve que ce n'est pas celle de la social-démocratie et pas davantage celle de l'écologie politique. Donc, la question de la gauche, c'est de savoir sur quelle ligne elle veut se présenter. Si elle continue de se présenter sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon, qui a bien le droit, et là, il est dans son rôle, il dit, mais écoutez, moi, j'ai fait 20%, donc je suis celui qui doit vous orienter, vous conduire. Si c'est la ligne de Jean-Luc Mélenchon, cette ligne-là ne peut pas être majoritaire en France. Et elle ne peut pas d'ailleurs être majoritaire dans la gauche si le Parti Socialiste se redresse. Pardon François Hollande, mais c'est lui qui fait 22% à l'élection présidentielle. Donc vous dites qu'il ne peut pas être majoritaire à gauche. C'est celui qui a fait le plus grand score. Ah non, mais je parle de l'élection, bien sûr, de 2022, où Jean-Luc Mélenchon a bénéficié largement du vote utile, parce que les autres étaient faibles. Quand il les méprise, quand il dit « je ne les aime pas », c'est ça qu'il veut dire. Parce qu'ils sont, finalement, pour lui, insignifiants. Il ne faut pas être insignifiant. L'union de la gauche, c'est pas l'insignifiance de ses partenaires, c'est un rapport de force, c'est un combat. Comment a fait François Mitterrand, et comme a fait Lionel Jospin et moi-même, à l'époque de François Mitterrand, il y avait un parti communiste qui était très fort, qui est d'ailleurs sur une ligne qui n'était pas très différente de celle de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Et donc, ce parti communiste, il ne pouvait pas, s'il était le premier à gauche, emporter la victoire. Et donc si je vous entends, il faut rééquilibrer la gauche. Vous dites il faut au fond que les partenaires de Jean-Luc Mélenchon, dont le PS, aient une réaction d'orgueil. Ils sont trop faibles face à Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas de l'orgueil en disant c'est dommage, on a fait un score dérisoire à l'élection présidentielle dernière. Il faut qu'on se réveille. Non, c'est d'avoir une ligne, d'avoir une pensée, d'avoir des propositions, d'avoir un programme qui n'est pas celui de la France insoumise, qui peut être demain, on verra bien, celui de l'union de la gauche. C'est d'avoir une identité. Et c'est ça ce que j'appelle la social-démocratie. C'est pas une vieille lune, la social-démocratie, c'est pas une histoire ancienne. Il n'y a pas grand monde qui émerge pour porter cette ligne dont vous parlez. C'est aux personnalités de s'investir. Et surtout, là, il y a une occasion qui est donnée, puisqu'il y a des élections européennes qui vont avoir lieu l'année prochaine, à peine dans 8 mois d'ailleurs. Est-ce que le Parti socialiste veut s'ouvrir suffisamment à tous ses alliés, tous ses partenaires, et faire une large liste qui peut être la première à gauche, ou il fait une liste simplement qui est là pour passer le temps? Non. Il faut que cette liste socialiste, cette liste social-démocrate élargie, soit la plus forte possible, et sur le plan européen, parce qu'on va être dans un débat où les extrêmes droites vont être très fortes, et dans un débat national pour être la première à gauche. C'est tout simple. La reconstruction de la gauche, ça commence aux élections européennes. Il y a un leader de gauche dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, qui est voué aux gémonies par la France insoumise, par Jean-Luc Mélenchon. Il y a même eu, regardez, une comparaison qui a été faite par Sophia Chikirou, la députée France insoumise proche de Jean-Luc Mélenchon, qui écrivait « L'histoire se répète et il y a du Doriot dans Roussel », comparaison qui a été relayée donc par Jean-Luc Mélenchon. D'abord, quel regard vous portez sur cette comparaison et sur cette personnalité singulière de Fabien Roussel qui a une ligne qui détonne à gauche? Bon, d'abord, les invectives, les comparaisons historiques fallacieuses n'ont aucun sens et devraient susciter la réprobation générale au sein de ce qu'on appelle la NUPES. Mais on peut trouver sympathique Fabien Roussel, et c'est le cas, et on peut trouver qu'il a, sur certains points, mis l'accent sur des valeurs de la gauche. Mais quel programme présente-t-il pour les Français? Et là aussi, il n'y a pas... Lui dit parler aux classes populaires. Oui, bien sûr. Mais ça se fait, chaque parti peut le faire. Si le Parti communiste retrouve ce lien qu'il avait avec les catégories populaires, tant mieux. Faut-il encore le faire sur des propositions qui
puisse être crédible. Et sur l'Europe, moi je respecte tout à fait la position de Fabien Roussel de se compter pour les élections européennes, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes positions que Fabien Roussel sur la guerre en Ukraine, le soutien qu'il faut apporter à l'Ukraine, sur l'Alliance Atlantique, sur la construction européenne. Donc que la gauche, pour ces élections européennes, se compte séparément, ça permet justement d'avoir un débat et ensuite d'avoir, si c'est possible, un rassemblement sur la ligne qui sera considérée par les Français comme celle qui peut l'emporter. On évoquait, Fabien Roussel, cette façon de parler aux classes populaires. Il y a aussi l'enjeu de la lutte contre le Rassemblement national. Dans tout cela, à longueur de sondage, on voit depuis la rentrée que Marine Le Pen est en dynamique, jugée plus crédible, jugée également plus populaire par les Français. Est-ce que vous diriez, comme Gérald Darmanin, que son élection en 2027 est probable ? Gérald Darmanin devrait se poser la question de savoir sa responsabilité. Parce que si on commence à dire que celle qui est dans l'opposition peut devenir demain présidente de la République, à quoi ça sert de gouverner? Ou alors il faut changer radicalement et de Mais sur le méthode. constat, est-ce que vous faites partie de ceux Mais qui bien sûr, je fais partie. pensent, Quand on regarde, qu'elle peut être élue? Prenons un peu de hauteur et de distance. Il y a une vague populiste dans toutes les démocraties. Je reviens des États-Unis, on voit ce que Donald Trump peut encore faire, c'est-à-dire être élu et promettre l'impossible aux Américains et annoncer déjà qu'il réglera la guerre en Ukraine en abandonnant les Ukrainiens. Il y a une vague populiste qu'on retrouve en Europe, qu'on a vu en Italie, qu'on voit en Suède, qu'on voit dans des pays, même en Allemagne. Qui aurait pu penser qu'un parti d'extrême droite avec des liens même révisionnistes, néo-nazis, puisse faire 22 ou 23% dans les sondages. Il y a cette vague-là. Pourquoi il y a cette vague-là? Parce que les gens ont peur. Peur de la guerre, peur d'une migration qui viendrait submerger l'Europe, peur d'un monde fracassant, peur de tout, y compris du climat. Donc la tentation dans ces moments de peur, c'est le repli. On sait bien que le repli n'empêche pas ni le danger, et surtout ne le conjure pas. Donc voilà, ça c'est cette tendance. Et puis ensuite, donc vous voyez, vous voyez bien, vous expliquez, au fond, il y a une lame de fond et donc il n'y a pas de raison. Non, donc la manière de l'endiguer, c'est d'avoir une démocratie vivante, des partis politiques qui jouent leur rôle, des programmes qui donnent de l'espoir. On dit les classes populaires peuvent être tentées par le vote Rassemblement national. Quand on dit les classes populaires, ça veut dire aussi les classes moyennes, ce qui est le cas. Oui. Parce qu'il n'y a rien à côté. Parce que quand on a de la colère, on doit avoir une espérance. Si Donc le rôle, la responsabilité, c'est pas dire attention, comme le fait M. Darmanin, attention, l'extrême droite peut arriver. C'est dire qu'est-ce que je peux proposer qui puisse conjurer non seulement cette menace, mais donner de la confiance, donner de l'espérance. Et il y a suffisamment de sujets, aussi bien sur le climat que sur la lutte contre les inégalités, que sur la bataille contre l'inflation, la justice sociale. Enfin, il y a suffisamment de sujets pour donner des réponses audacieuses et crédibles. Donc c'est la faiblesse des autres. La faiblesse. Elle n'est forte, cette extrême droite, que des faiblesses des partis démocratiques, qui en plus sont divisés comme ils le sont aujourd'hui, aussi bien à gauche qu'à droite. Jean-Luc Mélenchon, face à Marine Le Pen, ne cesse de dire à la fin ce sera eux ou nous. Comprenez, lui contre Marine Le Pen. S'il était face à Marine Le Pen, vous avez la conviction qu'il perdrait ? Puisque vous dites, depuis le début de cet entretien, et vous l'avez dit, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner. Non, on n'en est pas là. Et donc je ne me place pas dans cette hypothèse. Je me place dans l'hypothèse où une candidate ou un candidat de gauche crédible est au second tour et bat l'extrême droite. Je le crois possible. Je pense que c'est plus difficile avec des candidats qui sont de la gauche radicale. Mais je veux dire par là, c'est pas de préparer le second tour d'une élection qui compte. C'est d'abord de préparer le premier. Une dernière question sur Jean-Luc Mélenchon. Il a été interrogé dans le cadre de la promotion de son livre sur une éventuelle candidature en 2027 et voilà ce qu'il a répondu. Je cite, « Ce sont les circonstances qui font une bonne candidature ». C'est une façon de dire qu'il se prépare à l'aide de nouveau parce qu'il ne cesse de dire « Je suis en retrait, faites mieux, j'aimerais que d'autres personnalités émergent ». Est-ce que c'est, comment dire, une forme de cynisme ou est-ce qu'il le pense vraiment? Vous le connaissez bien. Oui. Mais vous l'avez fréquenté. Oui, bien sûr. Mais moi, je connais l'élection présidentielle, puisque j'ai été candidat et élu président. Donc je peux donner, si je puis dire, la leçon à ceux qui s'y préparent. Il faut des circonstances. Et de ce point de vue, il a raison.
Il y a des circonstances qui font qu'à un moment, il y a une aspiration. Mais il faut aussi, c'est la deuxième condition, il faut un grand parti, un grand mouvement pour vous soutenir. Il faut une grande force populaire, une grande force collective, une grande force dans le pays, ce qui a longtemps été d'ailleurs le Parti socialiste, pour permettre qu'il y ait cette victoire. Et la troisième condition, c'est qu'il faut être capable d'être majoritaire. Ça, c'est très important. Je rappellerai, c'est évident, pour gagner l'élection présidentielle, il faut faire un peu plus de 50%. Et un peu plus de 50%, ça veut dire son propre camp, quand on est de gauche, la gauche, quand on est de droite, la droite, et un peu plus. Et donc, de ce point de vue-là, il faut montrer une capacité d'ouverture et de rassemblement. Quand on a été candidat à l'élection présidentielle plusieurs fois, 2012, 2017, 2022, c'est difficile de se dire, la prochaine fois, je laisse les autres, la jeune génération? Je pense que quand on n'est pas arrivé pendant 3 fois, on peut se dire que la 4e sera la bonne. Mais c'est de l'ordre d'une espèce d'orgueil, si je puis dire. Ce qui compte, c'est de se mettre au service d'une cause. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le débat d'idées mérite d'être lancé, pas simplement les questions de personnes. Jean-Luc Mélenchon a fait un livre. Dans ce livre-là, je ne suis pas d'accord avec sa thèse, mais voilà, il avance des idées. Et donc, le moindre des débats, c'est que d'autres, je le fais moi-même, avancent des idées. Que la social-démocratie, que la droite républicaine avance des idées, plutôt que de jeter l'opprobre et des invectives. François Hollande, pour finir, je voudrais vous parler des ambitions en politique et des ambitieux au sens large. On va les voir apparaître derrière nous. Il y en a plusieurs, d'abord dans la majorité. On va les voir, voilà, au milieu. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. On me demande de me tourner dans l'autre sens, et donc je le fais. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Édouard Philippe, ancien Premier ministre. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Est-ce que parfois, quand vous voyez ces ministres qui se poussent du col, vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron vit ou va vivre la même chose que vous avez vécu pendant votre quinquennat avec, rappelons-le, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et un certain Emmanuel Macron, à l'époque, qui était votre ministre de l'économie? Ça, c'est le risque avec le quinquennat, c'est que ça dure 5 ans et donc, dès la 3e année, il y a des ambitions qui se lèvent. Et donc, c'est encore plus vrai quand le président ne peut pas lui-même être renouvelé. À partir de là, il va vivre, on a commencé à le voir, des ambitions, des prétentions, des déclarations qui peuvent, c'est vrai, compliquer encore la vie du pays. Mais là aussi, même si chacun peut penser qu'il peut refaire le coup, si je puis dire, d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire un personnage sortant comme ça et devenant président de la République presque sans parti parce qu'il y a eu un effondrement général, non, je ne crois pas du tout à cette hypothèse. Je pense que là, il y a un Rassemblement national qui, lui, s'est constitué en tant que parti. Là, il y a une majorité qui est déstructurée et une droite qui ne sait pas non plus ce qu'elle doit faire et qui est maintenant devenue très faible. Et puis une gauche qui n'a pas trouvé la martingale, ni sur le plan des idées, ni sur le plan même de choisir son candidat. Si elle devait avoir un candidat... Il faut quoi? Il faut une primaire dans ce cas-là? Je ne sais pas, mais c'est pas l'autodésignation qui va dans une élection présidentielle. Ça peut être une déclaration personnelle. Mais s'il n'y a pas la force, s'il n'y a pas la capacité de convaincre, toutes ces ambitions qui sont tout à fait respectables, eh bien, se heurteront à un principe de réalité. Et le principe de réalité, il est menaçant. Et donc, je retiens, c'est intéressant, que vous considérez qu'il n'y aura pas, qu'au fond, Emmanuel Macron ne vivra pas ce que vous avez vécu, même si lui ne peut pas se représenter, mais une sorte d'épopée solitaire de quelqu'un qui n'a pas de parti politique, pas d'attache. C'est quoi? C'est le retour à une sorte de tradition? La personne qui gagnera sera quelqu'un d'enraciné, qui appartient à un parti politique? Je pense que ce qui peut l'attendre, c'est que la droite refasse son unité dans son mandat. Un gouvernement qui est déjà très enclin à faire une politique de droite, avec des personnalités pour l'essentiel de droite, et avec une autre partie de la droite, tout ça peut refaire un parti de droite. Et alors, c'est pas si grave. Ça va permettre à la République de retrouver un pilier. Faut-il que l'autre, le pilier gauche, se constitue. Autre ambitieux, je me retourne une nouvelle fois, on va le voir apparaître, c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Oui, bon, visiblement il n'apparaît pas, mais comme vous l'avez vu, ça suffit. Jordan Bardella qui était interrogé il y a une semaine à BFM Politique sur la possibilité de ses ambitions et une éventuelle trahison de Marine Le Pen. Et regardez ce qu'il répondait, Jordan Bardella. Si Marine Le Pen décide d'être candidate à l'élection présidentielle, je serai évidemment l'un de ses premiers soutiens. Non, je ne serai pas, je l'ai dit d'ailleurs, je ne serai pas à Marine Le Pen ce qu'Emmanuel Macron a été à François Hollande.
Oui, je ne serai pas le je crois pas qu'il Emmanuel faille Macron. attendre, comme ça s'est passé dans le passé, hein, dans l'histoire, une division du Rassemblement national. Le Rassemblement national n'éclatera pas. C'est le reste de la vie politique qui a éclaté. Et donc ils attendent la décomposition générale. Donc même s'ils n'ont pas forcément les meilleures relations, ça je ne les connais pas, ils resteront ensemble. Par ailleurs, sur la question de la trahison, on dit toujours ça au début. J'imagine que on ne dit jamais en frontal, oui, bien sûr, je m'apprête à la trahir ou à le trahir d'ici quelques années. Enfin, l'intérêt de M. Bardella par rapport à Mme Le Pen, je veux dire tout ça, et c'est la partie minoritaire aujourd'hui. Donc, on a vu ce que déjà donné la dissidence de la nièce de Mme Le Pen, si je veux rentrer dans ce niveau de détail familial. Donc, à l'extrême droite, les scissions n'ont jamais rien donné. Encore un ambitieux, on ne pouvait pas ne pas l'évoquer. Il est en tournée de son livre. De promotion de son livre, c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui, déjeunant avec des députés Les Républicains, s'en est pris à vous. C'est le Parisien qui rapporte ses propos. Ce n'est pas que je le hais, mais je le méprise. Voilà ce qu'aurait dit l'ancien président de la République, rajoutant même de façon assez peu élégante, il faut dire, qu'il vous interpellerait à chaque fois qu'il vous voit sur votre physique. Comment est-ce que vous expliquez cette obsession qu'il cultive à votre égard ? Comme je l'ai plusieurs fois dit, moi, président de la République, je ne m'abaisserai pas à m'en prendre à mon prédécesseur. Et je crois que là, il y a un niveau de dignité à avoir. Je comprends, hein, c'est très difficile d'être battu. C'est une douleur parce que... Donc c'est ça, c'est la blessure d'orgueil de celui qui a été battu. Ouais. Mais voilà, je ne vais pas en rajouter. Je pense que ça a été suffisamment cruel en 2012. Vous considérez qu'il se perd, notamment quand il explique que l'Ukraine doit rester neutre, ne doit pas rentrer ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. C'est un point de bascule dans le discours de l'ancien président de la République sur ce sujet ? Alors ça, c'est le débat de fond. Hein, il est tout à fait légitime. Nicolas Sarkozy, il est sur la même position que certains candidats républicains aux États-Unis, c'est-à-dire de considérer que l'Ukraine n'a pas de chance, elle est entre la Russie et la Pologne. Qu'elle doit être un État tampon. Elle doit être dans la neutralité, ne rentrer ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Est-ce que lui et d'autres, est-ce que vous pensez que si aujourd'hui des Ukrainiens se sacrifient à ce point, meurent chaque jour, c'est pour être neutre ? Non. C'est pour être indépendant, libre, souverain et en démocratie. Et ils brandissent ce drapeau européen parce que Nicolas Sarkozy ne veut pas les voir. Parce que c'est pour eux brandir. leur préférence, leur espoir et l'espace dans lequel ils veulent vivre. Mais quand on a vécu dans le totalitarisme, on peut apprécier ce qu'est l'Europe. C'est pour ça que l'Europe ne doit pas céder non plus à l'extrême droite. J'ai une dernière question pour vous, François Hollande, puisqu'on parlait des ambitieux. Il y a aussi des ambitieux qui se cachent. Est-ce que vous me voyez venir avec mes énormes sabots ? Non, je ne vous vois pas venir parce que je suis tout à fait conscient que vous n'oserez pas poser la question. Eh bien, j'oserais quand même. Et donc, je le répéterai avant que vous ne la posiez. Ah ben si, quand même. Laissez-moi au moins la poser. Je vois que vous êtes très rapide. S'il y avait un tout petit trou de souris, vous ne cessez de dire il faut qu'il y ait une force politique, gauche réformiste, c'est la seule façon de conquérir le pouvoir. Ce ne sera pas en 2027 une épopée individuelle, mais quelqu'un qui, au fond, retrouvera le cursus honorum de ceux qui ont été élus sous la Ve République. Pardon, mais quand vous dites ça, vous faites un petit peu votre portrait robot, François Hollande. Je n'ai pas ce sentiment. Je veux au contraire qu'il y ait une force qui puisse permettre qu'il y ait des espérances possibles et donc des candidatures tout à fait légitimes et qui viendront. C'est pas la candidature qui crée le mouvement, c'est le mouvement qui crée la candidature. Et après, il y a les circonstances. Mais est-ce que vous excluez ? Oui, comme je le dis souvent, si j'apparaissais comme dans l'obsession en disant j'ai été président, je ne peux pas vivre sans être président, mais mon propos n'aurait même plus de sens. On peut vivre sans être président. Bon, peut-être le dire à Nicolas Sarkozy. Je crois lui, pour l'instant, il ne comprend pas pourquoi il ne l'est plus. Merci beaucoup, François Hollande, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Dans quelques instants, vous retrouverez le duel du dimanche avec, en face à face, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, et le maire de Béziers, Robert Ménard. Mais juste avant, on va faire un point avec vous, Mathias Tesson, sur la situation et l'enquête autour de la disparition de la jeune Ila. Mathias, une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement ou séquestration. Est-ce qu'on a du neuf quant à l'enquête? Qu'est-ce que ça change concrètement, cette ouverture d'une information judiciaire? Eh bien Benjamin, jusqu'à présent, cette enquête, elle a été ouverte simplement pour disparition inquiétante et confiée uniquement à la responsabilité de la procureure de la République de Saverne, en l'occurrence, qui a donc fait le choix, à l'issue de ces 8 jours d'enquête, de confier cette enquête
à 2 juges d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire qui est désormais ouverte pour enlèvement ou séquestration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement plus de moyens d'enquête, des investigations plus rapides, plus souples et plus poussées, et surtout le temps long de l'instruction qui s'ouvre désormais, puisque ces 2 magistrats vont être chargés d'instruire à charge et à décharge cette enquête, et surtout à la fin, in fine, de peut-être mettre en examen un ou plusieurs suspects, un temps de l'enquête qui va désormais durer plusieurs mois, voire plus probablement plusieurs années. Sur le terrain, en tout cas, les recherches et les vérifications se poursuivent. Il y a eu toutes ces voitures, cette dizaine de voitures inspectées, cette maison fouillée aujourd'hui à proximité de là où disparaît la jeune fille. Ces fouilles-là n'ont à ce stade rien donné. Le propriétaire de la maison a été entendu. Et là encore, ça n'a pas permis la manifestation de nouveaux éléments probants. Tout cela est évidemment particulièrement évolutif et ça peut changer demain. Merci beaucoup Mathias Tesson du service police-justice. Vous venez évidemment nous voir si on apprend de nouveaux développements sur la disparition de la jeune Lina. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche et tout de suite le duel du dimanche. Et j'accueille et je salue nos duellistes, nos débatteurs du dimanche, je ne sais pas comment il faut les appeler. Bonsoir Jean-Louis Debré. On vous présente encore, vous êtes ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Intérieur, c'est pas mal comme CV. Et aujourd'hui acteur. Et aujourd'hui acteur, voilà, sur les 2 terrains. Et bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, maire de Béziers. Bien sûr, on va aborder plusieurs sujets pendant cette heure, des sujets d'actualité. Et je voudrais commencer avec vous sur la situation au Haut-Karabakh, le drame humanitaire qui se poursuit avec l'exode de plus de 100 000 Arméniens. L'Arménie parle de nettoyage ethnique. Robert Ménard, est-ce qu'on a laissé tomber les Arméniens? Je ne dirais pas que le chef de l'État a été en dessous des autres, parce qu'il a fait plus que les autres chefs de l'État en Europe. Donc, est-ce qu'il en a fait assez? Évidemment, non. Mais en même temps, on s'est mis dans une nasse. Je vous rappelle quand même que quand on a eu des problèmes avec M. Poutine, où on est allé chercher du gaz? En Azerbaïdjan. Et en Azerbaïdjan, les pays européens achètent plus de gaz en Azerbaïdjan que l'Azerbaïdjan en produit du gaz. C'est-à-dire qu'on voit d'où il vient le reste du gaz. On est un peu des faux culs dans cette histoire-là. Aujourd'hui, on découvre qu'on s'est mis entre les mains d'un dictateur que j'ai rencontré d'ailleurs. On pourra en parler. M. Aliyev, oui. Oui, bien sûr. Que j'ai rencontré. Je veux dire, c'est un dictateur. Maintenant, vous avez ce qu'on mérite. Moi, je le vis terriblement pour 2 raisons. Ou peut-être 3 raisons. D'abord, parce que dans le sud de la France, il y a des communautés arméniennes. Alors, on n'est pas à Marseille, à Béziers, mais il y a une vraie communauté arménienne que je connais. Et je pense à eux, les restaurants arméniens de la ville et tout ça. Le deuxième point, c'est que, évidemment, je me dis, c'est quand même un peuple qui a tout vécu. Le premier génocide du XXe siècle, c'est eux. Rappelez-vous, en 1915, ce qu'ils subissent. Et puis, troisième point, j'espère que vous ne trouvez pas ça déplacé, c'est un peu plus personnel. Évidemment, ces images, elles me ramènent à ce que j'ai vécu et ce que les Pieds Noirs ont vécu. Alors, on ne va pas revenir sur cette page-là, mais 1962, la valise ou le cercueil. Voilà, 1962, quand je voyais sur vos images les gamines descendre des camions et tout, je me revois avec mes frères à Oran. Donc, pour toutes ces raisons, mais dire que je suis bouleversé, on est tous bouleversés maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas les laisser tomber. Il ne faut pas les laisser tomber. Sinon, j'entendais quelqu'un le disait tout à l'heure, non content d'avoir fait cette épuration ethnique, c'est l'Arménie derrière qui est susceptible d'être dépecée. Que faire? Car tout le monde est bouleversé, vous l'avez dit, et derrière tout ça, il y a une espèce d'épuration ethnique, épuration religieuse, qu'on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, dans ce monde de la communication, on voit ça sous nos yeux. Mais face à ça, ça fait quelques années qu'on s'est mis dans une situation impossible. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, peut-être qu'il faut, naturellement, il faut le dénoncer. Le président de la République l'a dénoncé, très bien. Mais est-ce que l'Europe ne peut pas avoir une voix plus forte? Oui, parce qu'on est sur des situations qui sont différentes, mais quand l'Ukraine est envahie par la Russie, là, la communauté internationale est très vocale. Sur ce sujet, on a le sentiment, là, bien sûr, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, donc des gens s'expriment, mais
Le sentiment qu'on a souvent, il y a eu souvent une forme de silence coupable sur la question du Haut-Karabakh et le sort qui était fait aux Arméniens là-bas. C'est ce qui me frappe beaucoup, c'est que les choses ne sont pas comparables, mais la réaction de l'Europe dans cette affaire est une réaction qui est... Voilà, ce sont des mots. Oui, mais là, qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas. La seule chose qu'on peut faire, on peut virer l'ambassadrice ou l'ambassadeur, je sais pas, ici. Honnêtement, ça ne changera rien du tout. Robert, vous savez quoi? On l'écoute un instant et je vous donne la parole juste après pour voir quels sont les arguments qui sont utilisés par l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France et se poser la question précisément de savoir s'il faudrait l'expulser. Écoutez-la. C'est pas un nettoyage ethnique, c'est un exode parce que les populations, ils ont décidé eux-mêmes de quitter région de Karabakh de l'Azerbaïdjan. C'est la volonté de ces populations de ne pas rester. Ça servira à quelque chose. Il faut quand même oser dire, c'est la volonté des populations. C'est juste dégueulasse, ça te donne envie de vomir. Alors, honnêtement, on peut toujours la virer. Si ça, on va pas perdre grand-chose. Et ça, si ça peut, et je pense que ça ferait plaisir. Il y a quand même 400 000 Arméniens ou descendants d'Arméniens ici dans notre pays, de Français d'origine arménienne. Il y a une chose, et la seule chose qui peut leur faire mal, on sait bien, c'est l'argent dans la vie. Comment tu t'en prends? Est-ce que oui ou non, on se dit, comme on l'a fait pour la Russie, c'est terminé, ton gaz, tu le gardes. Voilà. C'est juste ça. Est-ce qu'on a le courage de dire ça? Est-ce que la France peut prendre la tête de ça en disant la seule chose qui leur fera mal, c'est de leur dire on n'achète plus votre gaz? Mais est-ce qu'en Europe aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, on est prêt à prendre une autre décision courageuse, la seule qui pèserait? Je ne sais pas. Peut-être que c'est la France qui doit lancer ça. On a une communauté. Je crois pas quoi. Je dis peut-être des bêtises. Je crois pas qu'il y ait une communauté arménienne aussi importante dans d'autres pays européens qu'en France. C'est la première en Europe. Non, simplement, cette ambassadrice, elle se fout de la gueule de tout le monde. Alors, elle n'a pas de place en France, qu'on la vire. Ah, donc il faut la convoquer et lui dire. Attendez, c'est indécent. De nous faire croire ce qu'elle nous fait croire, elle nous prend pour des imbéciles. Deuxièmement, il faudrait que la communauté européenne s'interroge sur ses relations économiques. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Est-ce qu'on aura le courage de ça? Parce qu'à un moment donné, la politique, c'est que du courage. C'est que du courage. En même temps, les gens, est-ce qu'il y aura des conséquences? Parce que c'est jamais aussi simple qu'on le dit là. Parce qu'en même temps, tu te dis, si on renonce au gaz azéri, parce que c'est de ça dont il s'agit. Quand on regarde les chiffres, la France est en fait assez peu dépendante du gaz. Sauf plutôt les négociations qui sont faites à l'échelle européenne. Il y a des pays qui le sont Absolument. un peu plus. Est-ce que ça risque évidemment d'avoir encore d'autres conséquences sur le prix du gaz en France? Est-ce qu'on est prêt ou pas à affronter ça? Est-ce que les mots qu'on partage, que c'est absolument terrible de voir ce qui se passe et cette épuration ethnique, est-ce qu'on est prêt tous en France, pas tous, pas que le gouvernement, tous, à en assumer les conséquences, à dire ah oui, si ça renchérit un certain nombre de choses, on le fait parce que la démocratie. Sinon, la démocratie, ça n'a pas de sens. Si la démocratie, c'est juste parler et dire elle est dégueulasse cette ambassadrice, honnêtement, on prend pas beaucoup de risques. La démocratie, c'est à un moment donné prendre des risques ou au moins être prêt à payer ce que ça représente de prendre ces risques-là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des mots qu'il faut avoir. Car on ne peut pas ne pas dénoncer un certain nombre de choses, et on dénonce par des mots, mais il y a aussi des actes. Et pour ce qui concerne les intérêts économiques, c'est l'ensemble de l'Europe. Si l'Europe existe, alors qu'il y ait une réplique. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une voie très calme. Il y a une seconde, je posais la question à François Hollande de la possibilité d'une intervention de casque bleu. Est-ce que ça, intervention militaire, il n'y a pas de troupes européennes qui vont aller sur place, mais est-ce qu'il faut réfléchir du moins à aller sécuriser sur place, à aller envoyer des militaires si l'ONU le décide? Est-ce que ça fait partie des choses qu'il faudrait décider? La réponse de François Hollande, c'était la bonne réponse. C'est pas au niveau français que tu décides. On va pas envoyer des soldats français protéger Erevan. Je parle la capitale de l'Arménie. Mais oui, alors c'est un débat peut-être qu'il faut porter devant les Nations Unies, parce qu'encore une
fois, enfin, on va pas faire un cours de géographie ici, mais aujourd'hui, l'Azérie et Bakou, ils ont d'autres ambitions. Ils sont eux-mêmes séparés d'une partie de leur territoire. Ils sont prêts absolument à aller marcher sur le sud de l'Arménie pour se trouver un corridor qui va avec leurs intérêts. Bien sûr, aujourd'hui, c'est l'Arménie qui est en cause. Et ce débat, il faut l'avoir aux Nations Unies. C'est la fonction des Nations Unies que de se préoccuper de ces choses-là. C'est pas la France à dire il faut envoyer des armes, il faut envoyer des munitions. C'est l'ensemble de la communauté internationale, parce que de cette affaire peut découler la paix ou la guerre. Je voudrais aborder avec vous un autre sujet, la question d'une décision, d'un vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale sur la question de la réforme du revenu de solidarité active. Il y a eu un deal, comme on dit, un compromis trouvé entre la droite et le gouvernement sur le fait de rendre obligatoire pour tous ceux qui touchent le RSA, près de 600 €, le fait d'avoir 15 heures d'accompagnement obligatoire par semaine sous peine de sanctions. Est-ce que c'est du bon sens, Jean-Louis Debré, ou est-ce que c'est une façon de taper sur les chômeurs en considérant que s'ils sont au chômage, c'est de leur faute et qu'il faudrait les mettre au travail? C'est pas une façon de taper sur les chômeurs, c'est de dire que si la communauté nationale vous verse des allocations, en contrepartie de cela, il faut que vous fassiez un effort de réinsertion. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas du tout une sanction. Attendez, moi, j'applaudis 3 fois. Oui. Enfin, attendez, dans ma ville, j'ai fait la même chose. Vous savez, les centres communaux d'action sociale, pour les gens qui ne savent pas, c'est CCAS, c'est pour les plus pauvres de nos villes. Nous, on donne de l'argent, comme toutes les mairies de France et de Navarre. Et quand on donne des sommes un peu importantes, qu'est-ce qu'on fait? Je demande aux gens des heures de travail au profit ou de la ville ou d'une association et tout. Je me suis fait taper sur les doigts. Moi, ce qui m'attriste dans ce vote, c'est la démagogie de la France insoumise et du Rassemblement national, parce que c'est ce qu'il faut dire. Les deux ont voté contre. C'est-à-dire que la France insoumise vote contre, honnêtement, ça m'étonne pas beaucoup. Mais que le Rassemblement national, d'un côté, ils te disent il faut arrêter avec l'assistanat. La seule chose qu'ils te trouvent à dire, c'est ces 15 heures. Quoi? Bien sûr que les gens... En plus, je vais vous dire quelque chose. Moi, je le vois dans ma ville. Pardon, vous avez été maire. On a été maire tous les deux. Quand... J'ai pas eu votre carrière, je suis juste maire. Moi, je suis juste maire. Pas encore. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Vous savez pourquoi je demande aux gens du temps de travail quand on leur donne de l'argent? Parce que les gens, ils ont le sentiment que tu leur fais pas l'aumône. Ils ont le sentiment que cet argent, en échange, ils ont fait quelque chose pour la ville. Et je trouve que c'est les traiter dignement. Je trouve invraisemblable qu'on vote contre. C'est tout à fait ce que je voulais vous dire. C'est que, d'abord, cet argent, c'est l'argent des contribuables. Et c'est pas de l'argent comme ça. Deuxièmement, si on a la moindre considération à l'égard de ces gens, c'est qu'on leur demande en contrepartie, pour leur dignité, de travailler 15 heures. C'est ça, normal. Pardon, messieurs. Mais arrêtons de sortir de cette société où on distribue et on ne demande rien. Je vais me faire l'avocat du diable. On parle de 600 € par mois. On parle de publics qui sont des publics fragiles. Alors certes, il y a des exceptions. Quand vous avez un enfant de moins de 12 ans, que vous êtes un parent isolé, mais... Par exemple, pour les parents d'enfants de 13 ans qui ne trouvent pas de solution de garde, ou de la même manière, si vous êtes proche aidant. Vous avez un parent qui est malade, vous êtes au RSA, donc vous êtes de toute façon hyper exclu de la société, et en plus on vous impose 15 heures par semaine d'accompagnement. Non mais attendez, c'est dingue ce que vous racontez là. Enfin, qu'on ait des exceptions, parce qu'il y a des gens qui sont même pas capables ou qui sont pas dans les circonstances où ils peuvent donner 15 heures. On n'est pas assez abrutis, il me semble, tous les deux, pour dire qu'il faut l'imposer à tout le monde. Mais enfin, attendez, ça, je veux bien. Non, le reste, c'est un problème idéologique. Je veux bien que vous fassiez l'avocat du diable. C'est pas ce qu'ils disent. Il y a l'idée que la collectivité, elle donne aux gens sans retour. Je trouve que c'est mépriser les gens. Je suis persuadé. Moi, je l'ai vu avec les gens. Je n'ai pas vu dans ma ville une seule personne dire que c'était scandaleux qu'on leur demande de travailler en échange de l'argent qu'on leur donnait. Et puis, c'est pas l'argent que nous leur donnons, c'est l'argent que les autres Français leur donnent. Mais enfin, vous les prenez pourquoi? Les gens, vous croyez qu'ils ont tous envie de tendre la main et de faire l'aumône? Mais enfin, ils sont pas comme ça, les gens. J'ajoute que dans chaque mairie, il y a des services sociaux. S'il y a des gens qui ont des problèmes, ils peuvent en plus aller voir les services sociaux pour qu'on essaie de retrouver une solution. Tout ça, c'est le rapport que l'on a entre nous. Si on veut donner à ceux qui cherchent du travail
un peu de dignité, eh bien, on leur montre qu'en contrepartie de l'argent qu'on leur verse, eh bien, ils doivent un service, ils doivent un travail. C'est le respect de l'individu. Et puis, de façon annexe, pardon de revenir à ma petite expérience de petit maire de province, moi, j'ai vu des gens qui ont trouvé du boulot comme ça. Parce qu'ils ont fait 15 heures par semaine dans un endroit. C'est pas exactement ce que montrent il y a des études qui ont été faites qui montrent que quand on vous coupe le RSA parce que vous n'avez pas répondu à ces heures d'accompagnement, vous risquez aussi après d'être perdu dans la nature. Je vous dis pas ça. Ouais. Je vous dis pour ceux qui font du travail en échange d'aide. Alors moi, dans ma ville, c'est pas le RSA, c'est l'aide sociale de la ville. C'est une porte d'entrée, c'est une marche, un pied que tu mets dans le travail. Je ne comprends même pas qu'on se pose cette question-là. Je veux dire, c'est juste une histoire de respect, d'efficacité, de bon sens. Mais demandez aux gens s'ils trouvent pas mieux quand on donne de l'argent, qu'on demande quelque chose en échange. Enfin, on est dans ce pays où il faut faire le contraire. C'est une intégration, c'est pour intégrer ces gens. Mais on est dans la folie, là. Des gens qui... selon vous, touchent le RSA et sont des feignants qui... Non, c'est pas des feignants, c'est qu'on les incite pas à travailler. Mais qui vous dit qu'ils sont fainéants? Mais si derrière on considère qu'il faut les mettre au travail et leur fournir de l'accompagnement obligatoire, c'est qu'il y a une sorte de présupposé que s'ils voulaient vraiment trouver du boulot, ils pourraient en trouver. D'abord, pardon, il y a des gens qui ne cherchent pas du boulot. Enfin, attendez, je veux bien qu'on se gargarise de mots, qu'on n'ose jamais le dire. Il y a un problème avec un certain nombre de gens qui ne cherchent pas du boulot. Enfin, c'est évident. Tous les maires, tous les élus locaux vous le diront, ils en ont des caisses entières de témoignages. Ça, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que les gens ils sont fainéants. On est dans une société où le travail s'est vécu comme une espèce de poids que tu mets sur les épaules, quelque chose qui est le prix à payer pour vivre. Mais non, c'est pas ça le travail. Le travail, c'est pas forcément ça. Remettre les gens au travail, les aider à se remettre au travail, encore une fois, c'est en faire des gens, responsables à part entière. Ouais. Vous avez, vous, envie de vivre d'aide sociale? Vous avez envie? Non. Je veux dire, si on ne demande pas une contrepartie, je mets entre guillemets, c'est criminel. Parce que ça incite les gens, finalement, à ne pas faire d'efforts. Et puis, finalement, on reçoit de l'argent sans rien faire. On parle de 600 € par mois. Hein. Non, mais c'est pas 600, c'est le principe même. Ouais. Où vous avez une aide de la collectivité, et alors, vous cherchez un travail, ou vous acceptez le travail qu'on vous donne, ou sinon, la dignité de ces gens, c'est pas de l'aumône. Au contraire, quand on leur donne de l'argent et qu'ils ont un travail, ils n'ont pas le sentiment que c'est l'aumône ou la quête à l'église. Vous savez, c'est contrairement à ce que vous pouvez penser. Non, moi, je vous pose des questions. Non, mais je sais bien. On peut bien vous interpeller. Bien sûr, je le fais suffisamment pendant 1 heure. Vous avez le droit de renvoyer la balle à... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les gens riches qui pensent que les pauvres veulent truander le système. C'est les gens souvent qui ont le moins d'argent, qui n'acceptent pas un certain nombre de fraudes sociales. Il y a pas, moi je dis pas, j'ai pas à choisir entre les fraudes fiscales et les fraudes sociales. Qu'un type riche, là, c'est pas de la fraude, hein. Là c'est toucher une allocation. Bien sûr que c'est pas. Je vous dis dans l'état d'esprit, je pense qu'il y a tout un tas de gens qui pensent que quand on aide, en échange, tu dois travailler. Et je pense ça de penser ça. Dans le cadre de ce débat, il y a une déclaration d'un membre du gouvernement qui, pour le moins singulière, voilà ce que disait Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, sur France 2 jeudi soir. Les Français ne s'appauvrissent pas. Il parlait de la question du pouvoir d'achat et du soutien du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de déconnexion quand on est ministre de l'économie et des finances, qui a une inflation de 4,9% en septembre sur 1 an, que les Français se privent et qu'on dit les Français ne s'appauvrissent pas? C'est le décalage entre ces personnages qui vivent dans un autre monde. Et vous connaissez ça, vous avez été dans cet autre monde. Dans une situation économique où il n'y avait pas l'inflation, où il y avait une situation qui était meilleure. Je ne veux pas dire qu'elle était très bonne, mais aujourd'hui, quand on explique que les Français ne s'appauvrissent pas, que les Français, tout va bien, il faut voir la réalité. Et la réalité, c'est que de nombreuses familles arrivent plus à joindre les deux bouts, qu'on a des étudiants qui sont au seuil de minimum de pauvreté. Et plus grave que ça, c'est l'interrogation qu'ont toutes ces familles.
qu'est-ce qui va arriver? On voit se dégrader progressivement. Il y a quelques jours, j'étais à la campagne dans mon ancien département, et cette fermière qui doit faire des 25 km aller-retour pour emmener ses enfants à l'école, et qui me dit, moi, je n'arrive plus à faire mon budget. Bon, si vous voulez, attention à ces mots. Attention à cette déclaration qui plaise aux politiques. Mais la réalité, on est dans une société médiatique, et les gens voient ces ministres, ces personnages qui vous expliquent que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, que l'inflation est jugulée, qui descendent sur Terre. Robert Ménard. Peut-être que les statistiques disent ça. Globalement, mais qu'est-ce que ça veut dire des statistiques, pour faire un point, disent que les salaires augmentent d'environ de 4,5%, c'est-à-dire inférieur à l'inflation, et que globalement, par rapport aux autres économies, le pouvoir d'achat est plutôt protégé, même si c'est toujours des moyennes. Par rapport à d'autres économies. Oui, non, mais les Français, ils ne raisonnent pas par rapport à ce qui se passe ailleurs. Je vous pose quand même la question. Je vais tenter de finir la phrase. Je dis, même si des statistiques disaient ça, les Français, c'est pas des statistiques. Les Français, c'est des gens différents. Quand vous êtes dans les 10% de Français qui ont le moins d'argent, vous avez encore moins d'argent. Quand vous êtes les 10% de Français qui ont le plus d'argent, je ne suis pas sûr que vous viviez la crise de la même façon. Je veux dire, vous savez, moi je vois un certain nombre de gens, je connais, et on en est, des gens où honnêtement, si l'essence elle est de 10 centimes ou de moins de 10 centimes, ça va pas changer notre vie. Encore une fois, dans une ville de 80 000 habitants où il n'y a pas de métro, pas de RER et tout, le prix de l'essence, c'est un vrai problème. Je crois que c'est des maladresses. Des maladresses, je ne veux pas dire des méchancetés de notre ministre, en tant que, quand même, il fait un certain nombre de promesses qu'il ne tient jamais, quand même. On pourrait en parler aussi. Mais tu ne peux pas dire ça aux gens aujourd'hui. Tu peux pas, les gens... En plus, ça discrédite tout, parce que les gens, ils disent... Vous voyez ce que vous disiez, Monsieur Debré, les gens, ils se disent, mais il vit où, ce type-là? Il vit où? Il gagne combien? Et tout ça. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. Maintenant, attendez, il ne s'agit pas, à partir de là, de dire n'importe quelle bêtise, comme on disait tout à l'heure sur le RSA, ou alors non, on ne va pas les faire travailler. Non, mais je voulais vous poser la question, parce qu'au fond... Cette phrase, elle traduit aussi la difficulté de trouver les bonnes mesures pour lutter contre l'inflation. Et ce qu'on a vu là depuis une dizaine de jours, quand même assez singulier. C'est quand même lui qui nous explique qu'il va réduire la dette. Enfin, attendez, vous ratez que tout va aller mieux. On est quand même, je sais pas, en 10 ans, on a 1000 milliards de plus qui nous expliquent, alors 1000 milliards qui vont nous coûter un paquet d'argent parce qu'on a emprunté à moins d'1%, on emprunte à 3,5. Enfin, c'est le même qui accumule des promesses qui ne tiennent pas. On va désendetter le pays. Combien on va emprunter cette année? Plus de 230 millions pour pouvoir équilibrer nos comptes. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le remboursement de la dette, c'est plus que le ministère de l'Éducation nationale. C'est juste en dessous et ça a vocation à être plus. Dans 2 ans, ça va l'être plus. Attendez, à un moment donné, vous les croyez plus. Vous les croyez plus. Le problème, c'est comment tenir un discours réaliste. Pas faire quand on est dans l'opposition, tu peux dire n'importe quelle absurdité, t'es puni de rien du tout. Jean-Louis Debré a connu ça. Vous savez, quand t'es pas aux commandes, tu peux faire toutes les promesses que tu veux. T'es pas aux commandes. Mais en même temps, comment on peut être réaliste, faire attention au budget de la France, sans donner l'impression de sacrifier les Français? C'est ça. Il y a quelques années... Juste Robert Ménard, vous interpellez directement en disant quand on est dans l'opposition, de toute façon, on peut raconter n'importe quoi. C'est ce que vous avez... Quelle que soit l'opposition. Ah mais je parle de vos amis maintenant. Enfin, je sais plus très bien qui sont vos amis politiques. Je suis non mais la droite. Je constate simplement. Vous êtes de droite. Vous êtes un homme de droite. Je sais pas très bien. Ah bon? Je sais pas très bien. Décidément, donc on apprend des choses ce soir. C'est pas très bien. Mais c'est pas le problème. Si vous voulez, il y a des situations où l'économie, le social va bien. Alors, dans l'opposition, on peut dire n'importe quoi, et au gouvernement, on peut dire n'importe quoi. D'ailleurs, personne s'en prive. Mais la situation de la France, aujourd'hui, elle n'est pas celle-là. La situation de la France, elle est un pays qui est, vous l'avez dit, endetté. La charge de remboursement de la dette est dramatiquement lourde. Vous savez, on supprime des impôts, on les rajoute. Clémenceau disait la réforme fiscale, c'est de supprimer des impôts qui existaient et d'en créer qui n'existaient pas.
Bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont dans une angoisse, dans une inquiétude à l'égard de l'avenir. Que tous les jours, ils voient l'augmentation des produits, des prix des produits, etc. Et le ministre vient dire, ça va mieux. Mais Monsieur Debré, quand même, je veux bien que vous sachiez plus si vous êtes de droite, mais enfin, vous l'avez été longtemps de droite. J'étais gaulliste, monsieur. Ouais, alors, gaulliste, on est d'accord. Enfin, une figure, il y a des gens qui se réclament du gaullisme, y compris aujourd'hui, qui sont respectables et tout. Vous incarnez ça. Et attendez, je critique pas ça. Aujourd'hui, les mêmes qui incarnent ça, j'entendais leurs déclarations là, ils disent, oui, on manque, vous savez, sur le budget là. On va, attendez, il faut pas laisser filer la dette, il faut pas regarder les chiffres que je viens de dire, ils le font et tout. Alors tu vois, très très bien, ok. Et on va les faire où, les économies? On va les faire où? Et là, par exemple, Robert Ménard, Éric Ciotti dit, il faut baisser de 15 centimes les taxes sur l'essence et en échange faire un maximum d'économies sur les allocations chômage. Voilà ce que dit un représentant patron de la famille gaulliste. J'attends que le même au pouvoir fasse exactement ça. J'attends de le voir. Tout ça, ce sont des mots. Ce sont des mots. La situation est difficile, mais pourquoi on est arrivé à cette situation, c'est une autre chose. Et là, vous avez votre part de responsabilité avec votre parti. Ménard, en 1967... Vous n'étiez peut-être pas né encore. Malheureusement. Moi non plus. Malheureusement. J'ai 70 ans, monsieur le ministre. Monsieur Ménard, la France n'avait plus de dettes. Depuis la guerre de 14, elle avait des dettes. Tout avait été remboursé. Et depuis 1967, on a progressivement, successivement, et notamment à partir de 1981, on a vécu. Mais ça n'était pas grave, ou moins grave, dans la mesure où il y avait une croissance économique qui permettait de passer les épreuves. Aujourd'hui, il n'y a plus de croissance économique. Monsieur Debré, attendez, j'ai plein de respect pour vous, mais quand même, depuis 1974, c'est-à-dire quand vous... Enfin, je sais plus, j'ose plus dire... Allez-y, enfin, quand votre sensibilité était au pouvoir, depuis 1974, il n'y a pas un budget qui est pas déficitaire. Oui. Attendez, moi, j'ai pas... Vous choisissez 1981, quand même, je vous crois naïf, mais pas au point de choisir de façon un peu cette date-là avec l'arrivée de la gauche. Mais en 1974, c'est vos amis qui sont au pouvoir. Depuis là, on laisse filer les choses. Vous êtes d'accord quand même? Je ne sais pas ses amis, je dis simplement que... Enfin, c'était vous qui étiez au pouvoir. Attendez, je peux parler? Bien sûr. Merci. On n'est pas à Béziers, je peux parler quand même. Parce qu'à Béziers, on ne parle pas, vous plaisantez ou quoi? Bon, si vous voulez, ce que je veux dire simplement, c'est que depuis de nombreuses années, après avoir remboursé nos dettes, on a laissé filer la dette. C'est pas bien, c'est préoccupant. Simplement, on était dans des périodes de croissance économique française et parfois mondiale. Et donc, le poids de la dette était moins important. Aujourd'hui, on est, depuis quelques années, dans des périodes de décroissance qui rend la dette et la charge de la dette encore plus chère. Mais je pourrais retourner l'argument en disant justement parce qu'on était dans une bonne situation, on aurait pu gérer encore plus sérieusement les finances. Attendez, je ne le dis pas contre vous, j'essaye juste d'être équilibré dans mes arguments. Si je trouve que depuis 10 ans, on a augmenté, vous le savez, de 1000 milliards la dette française, depuis 1974, on n'a pas on n'a pas été capable une seule fois de présenter un budget en équilibre. Il faut se le faire quand même. Et là, c'est toute la classe politique qui est responsable de ça. Encore une fois, la conjoncture était différente. Oui. Je pense que c'était a posteriori une erreur, mais qu'on a fait de l'inflation, on a fait un peu de la cavalerie. Voilà. Mais tous les gouvernements de droite et de gauche. Je suis d'accord avec vous, absolument. Voilà, on vous met d'accord là-dessus. On continue cette discussion sur ce qui s'est passé. C'était vendredi soir à l'Assemblée nationale. Un 12e 49.3 était déclenché par le gouvernement, par Elisabeth Borne. Une motion de censure dans la foulée a été rejetée. Et voilà ce que disait la patronne du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, au moment de présenter cette motion de censure. Écoutez. Vous n'aurez tenu que 3 jours avant de dégainer un nouveau 49.3. La rentrée n'aura pas eu raison de vos réflexes autoritaires. Vous faites la démonstration pour la 12e fois de votre incapacité à supporter la démocratie et la contradiction. Vous êtes à dessein à la tête d'un gouvernement incapable, missionné pour brutaliser le peuple.
Brutalisation de la démocratie, Robert Ménard, c'est ce que Mathilde Panot dit concernant ce 49.3 dégainé par Elisabeth je suis face au président du Conseil constitutionnel pendant 10 ans, donc je ne vais pas dire trop de... Je ne vais pas m'aventurer sur un terrain... Et président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, je ne vais pas m'aventurer sur un terrain où je risquerais de dire des bêtises à vos yeux. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste du droit. Le 49.3, pardon, il est dans la Constitution, jusqu'à preuve du contraire. On est dans une situation compliquée pour le gouvernement, qui est une situation où il est minoritaire. Je veux dire, on vient de voter un texte de loi. Si on l'avait pas voté dans les temps, on perdait, je sais pas, 10 ou 11 milliards d'argent de l'Europe, dont on parlait tout à l'heure. Enfin, à part d'être cinglé, ou à part d'être, je sais pas quoi, évidemment, tu utilises le 49.3. Elle doit pas l'utiliser de gaieté de cœur. Ils sont dans une situation difficile. Enfin, attendez, les brailleries là sur un régime autoritaire, la démocratie et tout, en plus venant de gens qui n'ont d'admiration que pour des régimes autoritaires, tu pouffes de rire de temps en temps, tu pouffes de rire. Oui, c'est très triste de voir tout ça. Ça fait la 89e fois depuis la Ve République qu'on utilise le 49.3. La gauche était au pouvoir. Tous les gouvernements de gauche, à l'exception, je crois, du gouvernement Jospin, ont tous utilisé le 49.3. Deuxièmement, Rocard, champion du monde, champion de France, du 49.3, il a utilisé 29 fois. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi le 49.3 a été créé? Pour arrêter l'instabilité gouvernementale de la 4e République. Les gouvernements tombaient tous les 6 mois, car il n'y avait pas de majorité. Le gouvernement disait, moi, j'ai un texte essentiel pour ma politique, vous ne voulez pas le voter, alors je me retire. Ah non, ne vous retirez pas, mais on ne veut pas votre texte. Autrement dit, nous sommes dans une situation qui fait que le gouvernement est contraint constitutionnellement à faire passer ses textes, et notamment le budget, puisque le 49.3, c'est le budget, la sécurité sociale. Et par conséquent, il n'y a rien là. Si l'opposition n'est pas d'accord... Ils n'ont qu'à faire voter une motion de censure. Ils n'ont qu'à faire voter une motion de censure. Mais là, je sens que vous allez vous mettre dans la position... Exactement, vous avez une forme de préscience. Pardon, mais quand on est président de la République, on a réuni pendant 12 heures à Saint-Denis les forces d'opposition politique en disant qu'il fallait gouverner autrement, qu'il fallait réussir à faire des compromis. Vous ne pouvez pas ne pas voir le problème qu'il peut y avoir à dégainer systématiquement le 49.3. Est-ce qu'on a besoin de ce texte? Est-ce que le budget, comme ce texte, est essentiel pour la France? Oui. Messieurs les députés, mesdames les députés, est-ce que vous m'accordez votre confiance? Si vous ne m'accordez pas votre confiance, ce texte ne sera pas appliqué. Et donc je m'en vais. Attendez, si vous voulez dire, dans le rôle que vous vous donnez ce soir, si vous voulez dire que M. Macron fait des trucs qui ne servent pas à grand-chose et qu'il fait... Mais bien sûr, attendez, il a du talent pour mettre en mots un certain nombre de choses. Il en a beaucoup moins pour les mettre en acte. Est-ce que vous vous rappelez, après les Gilets jaunes, les grands débats, est-ce qu'ils ont servi à quelque chose? À rien. Est-ce que, comment ça s'appelle, de la fondation, là, je ne me rappelle plus. Le Conseil national de la Réforme. Est-ce que ça sert à quelque chose? À rien. On le voit. Est-ce que 12 heures de débat, ça change quelque chose? À rien. Si vous voulez dire que ça, c'est du théâtre, c'est occuper l'espace, vous avez raison. Mais ça, il faut lui dire. Et il a tort de faire ça parce que ça sert à rien. Mais que de l'autre côté, on s'époumonne à nous expliquer qu'on violerait la France et la démocratie et les élections et pourquoi pas les libertés. Parce qu'ils sont capables de le dire. Les libertés, tout. Parce qu'à le 49.3, c'est se moquer du monde. J'ajoute que c'est pas la France le seul pays qui a un tel système. L'Allemagne, c'est pas loin. Alors, avec autant de capacité à bloquer un vote et à engager la responsabilité, même s'il n'y a pas de majorité... Mais on ne bloque pas un vote. C'est-à-dire que, messieurs, voilà, j'engage ma responsabilité sur ce texte. Si vous ne voulez pas de ce texte, c'est-à-dire que vous ne faites plus confiance au gouvernement, déposez une motion de censure et votez-la. C'est tout.
Vous pensez que ça peut durer longtemps Parce que, ok, très bien, vous dites, c'est formidable, le 49.3, très bien. Non, mais... Je résume à gros traits. Un très gros trait. Rocard l'a utilisé 28 fois. Ok. Voilà. Combien de temps ça peut durer? On voit bien que là, à la rigueur, on est sur un texte budgétaire qui, en réalité, n'a pas beaucoup d'importance symbolique politiquement. Va avoir un texte immigration, sans doute en début d'année prochaine. Là encore, même problème, un gouvernement qui est bloqué. Soit ils utilisent le 49.3 et dans ce cas-là, ils risquent d'avoir une motion de censure de la droite, soit ils vont au vote et ils risquent de le perdre. C'est quand même le symptôme d'une sorte de blocage politique qui existe. C'est le résultat des élections et d'un Parlement qui n'a pas, il n'y a pas de majorité. On s'était habitué depuis quelques années à avoir des assemblées où il y avait des majorités qui permettaient au gouvernement de passer. Les Français n'ont pas envoyé une majorité absolue au gouvernement. Eh bien, il faut en tenir compte. Et puis, on discute à l'Assemblée. Les commissions sont là pour ça. Et puis, in fine, si le gouvernement considère que tel texte est essentiel pour lui, il engage sa responsabilité. Sur l'immigration, il y aura un autre danger, c'est que là, la motion de censure peut être votée. C'est la différence. Et oui, mais ça change tout. Et si vous êtes parce que quand tu présentes une motion de censure, c'est que tu dis pas simplement non à quelque chose, tu as une alternative. Aujourd'hui, la gauche, la droite, ils n'ont pas d'alternative en termes de budget. Là, la droite... Alors, je dis plus vos amis, mais enfin, ceux dont vous devez quand même vous sentir le plus proche. Qui sont vos amis, Jean-Louis Debré? Non, mais vous voyez, quand je vois les Républicains, je me dis ce coup-ci, et ils ont raison de le faire, sur l'immigration, ils sont capables, là ils le feraient, de présenter une motion de censure, et ça mettrait le gouvernement dans un autre danger. Parce que là, je pense qu'il y a une alternative là, qui est, alors, de briques et de broc, parce que je ne crois pas que... Mais en fait, ce que vous dites, c'est que les oppositions pourraient s'en servir pour faire tomber le gouvernement, même si elles ne sont pas d'accord. Oui, mais c'est le jeu normal du régime parlementaire. Et à ce moment-là, où le président nomme un nouveau gouvernement conformément à l'article 8 de la Constitution, ou alors... il prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. On retourne devant les électeurs. Ce qui fera sourire, parce que j'entendais tout à l'heure François Hollande qui parlait des partis démocratiques et tout ça, excluant évidemment le Rassemblement national, parce que ça s'arrête là. Là, ils auront les voix du Rassemblement national, des députés du Rassemblement national, sans état d'âme. C'est quand même un drôle de rapport, eux, à la démocratie et au vote, quand même. Une dernière question sur ce sujet. Il n'y a pas malgré tout un problème de légitimité de la part du gouvernement à force d'utiliser ce type d'article? Il est minoritaire. Il est minoritaire. Et on peut gouverner en étant minoritaire? Attendez, moi, au fond, je m'en fiche un peu de ça. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils prennent les bonnes décisions. Et sur un certain nombre de sujets, il ne prend pas les bonnes. Et sur l'immigration, en même temps, qui est la clé de voûte de tout la politique de M. Macron, il y a des domaines où ça ne fonctionne plus. Tu ne peux pas dire en même temps une chose et son contraire. Tu ne peux pas à la fois dire en même temps, il faut être plus sévère sur la rentrée de l'immigration, et puis en même temps, on va légaliser un certain nombre de gens qui s'appellent des clandestins en France. Tu ne peux pas le faire, ça. Tu ne peux pas le faire. Moi, la seule chose que je le demande, c'est de mener une politique comme ça. Alors, il peut la mener un coup avec la droite, un coup avec la gauche, que ça avance pour ce pays. Que ça avance pour ce pays. Donc, problème de légitimité? Mais la légitimité, l'utilisation du 49.3, il est dans la Constitution. Bon. Jusqu'à présent, vous me direz peut-être le contraire, la Constitution a été approuvée par le peuple français. Elle est le texte suprême. Bien. Encore une fois, pour le budget, l'opposition, quelle qu'elle soit, n'a présenté aucun budget contraire. Donc, il n'y avait pas de choix possible, sauf faites confiance au gouvernement. Là où ça deviendra un peu plus difficile, c'est sur des textes comme l'immigration. J'ajoute qu'il y a quand même eu un certain nombre de lois qui ont été votées lors de la dernière session, sans utilisation du 49.3, et après, jadis, on parlait de majorité d'idées. Oui, absolument. Notamment Michel Rocard. Sur l'immigration, ça va être plus compliqué, la majorité d'idées. Ça va être plus compliqué. Parce que c'est un vrai enjeu. Et là, c'est un vrai enjeu. Je voudrais évoquer avec vous deux hommes du jour en politique. Vous allez comprendre. Le premier, c'est Fabien Roussel, patron du Parti communiste, qui continue de mettre un peu le bazar, si vous me permettez l'expression, au sein de la NUPES. Écoutez ce qu'il disait hier soir. C'était chez nos confrères de France 2. Écoutez.
Depuis les élections présidentielles, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts quand même. La situation en France aussi a changé. Moi, j'ai défendu des idées qui ne sont pas reprises dans l'accord de la NUPES et je tiens à défendre ces idées. Je suis un homme de conviction et je souhaite que la gauche gagne et elle ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon. Et le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, dit je comprends qu'il se met de facto hors de la NUPES. À quoi joue Fabien Roussel? Il a raison comme ça de jouer l'autonomie? Enfin, je sais pas, moi, j'aurais été traité de Doriot la semaine avant, j'aurais pas beaucoup apprécié quand même, parce que comme insulte, enfin, il faut trouver pire Donc, que ça. rappelons que c'est Sophia Chikirou, relayée par Jean-Luc Mélenchon, qui a dit il y a du Doriot en Roussel. Doriot étant un collabo épouvantable, antisémite. Et vous trouvez ça, vous le qualifiez comment si on vous traite de ça? Je veux dire, bien sûr que ça, la NUPES, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Moi, Fabien Roussel, je le trouve dans ses propos plutôt il est le plus sensé de toute cette bande de la NUPES. Et en même temps, quand je le vois, quand il traite un certain nombre d'autres gens et tout, puis moi, je suis toujours mal à l'aise. Alors, je vais vous dire un truc, ça va vous exaspérer peut-être. Être le secrétaire général du parti communiste, c'est le nom de l'idéologie, une des idéologies le plus meurtrières du XXe siècle. Et venir, parce que ça m'exaspère, là-dessus il a raison, sur notre terrain, venir donner, encore une fois au Rassemblement national, avec qui j'ai plein de désaccords, c'est pas le problème, une espèce de les exclure du jeu démocratique, quand tu continues à te réclamer d'une idéologie qui a été une des plus meurtrières, enfin vous le savez. Oui, je ne suis pas communiste. Hein. Comment? Je ne suis pas communiste. Non, ça nous a pas échappé. Non, je sais pas. Ça n'a pas échappé. Ce que je voudrais dire, c'est que le problème des communistes n'a jamais été de faire l'union. L'union de la gauche, voulue par François Mitterrand, a joué au détriment de qui? Du Parti communiste. Et là, le Parti communiste n'a jamais voulu continuer à faire campagne ensemble. Alors la NUPES, c'est passager. Donc ils veulent faire cavalier seul parce qu'ils croient encore à cette idéologie dont il n'y a pas un pays au monde qui a appliqué le marxisme, le communisme, le léninisme, tout ce que vous voulez, où la liberté a été défendue, où le progrès a été défendu. Donc, ils sont là. Roussel a un avantage, c'est qu'il a compris la société médiatique. Plus il tape fort, plus il dit des choses fortes. Il dit des choses sympathiques quand tu dis. Mais je trouve très sympathique. Quand tu dis qu'il va faire, qu'il aime la bagnole et qu'il va faire du barbecue, quoi. Alors, il aime la bagnole, c'est Emmanuel Macron, et le barbecue, c'est effectivement Fabien Roussel. Voilà, mais tu dis ça, c'est des propos, tu mets les Français dans ta poche. Ouais. Vous les mettez pas dans la poche, bien sûr. En prenant pas beaucoup de risques. Hein, mais il sait aussi attirer l'attention de vous sur lui. Quand il parle, il faut envahir les préfectures. Quand il... mais là, il est plus amusant du tout quand il dit ça. Non, mais il n'est pas amusant. Mais, monsieur Ménard, la conséquence, c'est que toutes les chaînes de télévision et de radio ont parlé de lui. Et comme on va oublier ce qu'il a dit, mais il est arrivé à une notoriété. On vit dans une société, c'est comme pour la loi. La loi est un instrument de communication politique. Monsieur Debré, il représente quoi, les communistes en France? Mais me demandez pas ça à moi, il ne représente rien. Et pour moi, Dieu merci. C'est une idéologie qui est dramatique. Je viens de vous le dire, il n'y a pas un pays au monde qui se réclame du marxisme, qui a apporté pour les uns et les autres un peu de liberté, d'égalité et de fraternité. Voilà, c'est tout. Donc, mais il y croit encore. Mais j'entends. Attendez, pardon, à la fête de l'humanité, quand même, il y a Édouard Philippe qui va, et vous vous rappelez... Et qui débat avec lui. Qui débat, non, et surtout qui dit... J'ai toujours choisi de voter pour le Parti communiste face au Rassemblement national et au Front national, et il s'en flatte. Il s'en flatte. Interrogez-le. Non, mais je sais bien. Non, mais je dis quand même. Donc vous n'êtes pas un ami d'Édouard Philippe non plus. Non, mais je ne fais plus de politique, monsieur Duhamel. Il faut que vous compreniez ça. Je n'ai jamais été républicain. J'ai été gaulliste. Et quand j'ai quitté la politique, j'ai quitté l'appartenance à tout parti politique. Je suis français. J'écoute aussi bien le Front national que les socialistes, que les communistes. Et j'essaie de me faire mon idée.
Simplement, ce qui est assez frappant avec Fabien Roussel, c'est qu'il y a un côté homme de gauche préféré de la droite. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça? Parce que, rappelons, pardon, son score à l'élection présidentielle, c'est 2%. Il y a quand même un décalage entre les ambitions qu'il se donne... Ouais, parce que la droite, elle se dit que si la réalité politique. Si elle peut foutre le bordel à la NUPES, c'est autant de gagner. Enfin, attendez, c'est comme tous les mecs de droite que je vois qui disent « Ah, Bardella, il est formidable », c'est juste pour faire chier Marine Le Pen, quand même. Enfin, à part d'être crétin, tu te rends compte, tu te dis vous savez, il y a le jeune, là, si on pouvait dire tellement de bien, on lui serre les pompes et tout, comme ça il va monter, et puis... Et éventuellement avoir envie de... Voilà, ça va fragiliter. C'est la politique à un degré zéro de l'intelligence. Et puis, on peut toujours récupérer les 2% au second tour. Donc, il faut mieux être bien avec eux, dire du bien de M. Roussel. Mais tout ça... Mais homme préféré de gauche, est-ce que vous vous rendez compte que depuis un quart d'heure, on parle des agissements de M. Alors que les Français... Non, pas depuis un quart d'heure. vous n'avez pas regardé l'heure. Les Français, ils nous écoutent et c'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est l'immigration, c'est le pouvoir d'achat, c'est la drogue, c'est la sécurité, c'est ça. Et donc finalement, tous ces pantins qui sont là, ils amusent la galerie et ça fait un décalage très grand entre le politique et les Français. Alors, je vais continuer à vous agacer parce qu'il y a un deuxième homme dont je voudrais vous parler. Il s'appelle Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà ce qu'il a dit ce matin, grand discours devant les jeunes de son parti Les Républicains. Je connais le prix à payer pour tout cela. J'ai mesuré ce qu'il en coûte de sérénité et de détermination pour déverrouiller la République française. Et aujourd'hui, j'y suis prêt. J'y suis prêt, Robert Ménard. Est-ce que Laurent Wauquiez peut sauver la droite? Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais il est prêt maintenant. Ouais. J'allais dire, ça fait 2 ans qu'il dit rien, à peu près, j'exagère. Oui, vous avez raison. Une sorte de cure de silence. Je pense que ses amis, ils en ont juste un peu ras-le-bol de son silence. Vous savez, comme si il voulait pas prendre des risques. Ah, il est... Est-ce qu'il va sauver la droite? Je crois pas. Je crois que cette droite-là, elle n'est pas sauvable comme ça. Il faut qu'elle trouve d'autres gens. Je veux dire, mais pas plus lui, vous avez compris que, je sais pas, que je peux en citer 2 ou 3 autres dans les écuries alors pas de votre parti, je dis plus, pas, mais des Républicains. Moi, je sais pas, je crois que la France, elle va pas, et là on sera peut-être pas d'accord parce que je pense que vous êtes trop attaché à ce que ça a été l'épopée gaulliste et encore peut-être que vous serez d'accord avec moi. Moi, je pense qu'on a besoin de gens qui aient du souffle, qu'on ait besoin de gens qui incarnent un projet, de gens qui ne fassent pas que critiquer mais qui proposent, de gens qui te donnent envie de rêver. Est-ce qu'aujourd'hui la droite, enfin les leaders les plus connus de la droite sont capables de faire ça? Je n'en suis pas persuadé. Est-ce que M. Wauquiez peut incarner ça? Écoutez, on ne va pas lui faire un procès d'intention tout de suite. Oui, on verra. Pour l'instant, quand même, il a toujours reculé devant l'obstacle. Oui, il y a un côté, Nicolas Sarkozy disait, Laurent Wauquiez, il est petits bras. Enfin, Nicolas Sarkozy, il est quand même spécialiste de dire des saloperies de tout le monde. Des vacheries, c'est pas faux. Ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, quand je regarde les débats politiques, aussi bien à gauche qu'à droite, on a des personnages qui s'agitent, le bal des prétendants. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est qu'ils nous donnent des projets, qu'ils nous donnent un programme. Mitterrand a été élu sur un programme commun. Là, on a M. X, M. Y qui dit ça, qui dit... Alors, comme M. Y a dit ça, le M. X dit le contraire. Arrêtons, on est en train de tuer le débat politique. On attend de la gauche et de la droite dans les mois qui viennent, non pas qu'on joue aux échecs avec les uns et les autres, mais qu'il y ait un programme, qu'il y ait des idées fortes, qu'il y ait un engagement, et à ce moment-là, on rassemble sur les engagements. Monsieur Debré, je ne veux pas être désagréable, mais quand même, Jacques Chirac, il a été capable de dire des choses qu'il n'a jamais mis en œuvre. Quand même, vous êtes d'accord là-dessus avec moi? Mais je ne sais pas, l'ascenseur social, c'est une bonne image. Monsieur Mitterrand a fait 110 propositions, il n'en a respecté, il n'a pas toutes respectées. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de rassembler. Monsieur Debré, si les gens attendez, mais je veux pas mettre... C'était pas gentil parce que vous avez un tel rapport avec Jacques Chirac, je veux pas être désagréable, mais enfin la classe politique quand même, moi je suis maire, comme vous l'avez été. Qu'est-ce qu'ils nous demandent les gens? Ils vous demandent juste de tenir vos engagements. Est-ce qu'on tient les engagements? Est-ce que sur l'immigration, M. Macron, pour prendre un autre exemple, il a tenu ses engagements? Non.
Robert Ménard, juste un instant, et pardon de vous couper parce que c'est intéressant, je voudrais juste, comme un clin d'œil à l'avant de la fin de cette émission, vous faire écouter quelqu'un qui était invité jeudi soir. Je ne sais pas s'il est futur candidat à l'élection présidentielle, mais il a quelques idées sur la société. Écoutez-le. Je déteste le féminisme. J'étais sûr que vous étiez féministe. Je connaissais un peu la réponse. Hein. Tu la connaissais. Je hais ce siècle d'abord. Je hais tout ça. Et sur le féminisme, est-ce que les femmes... Non, le féminisme, attends, je nuance. Attention. Je nuance. Les femmes ont raison. Bien sûr. Vraiment de se défendre, de demander leurs droits, de réclamer le même salaire que les hommes. Il n'y a pas de ça, je trouve ça complètement juste. Par contre, qu'elle en fasse pas trop, quoi. Rapidement, on peut pas dire je hais ce siècle. Ce siècle est un siècle fantastique, de modernité. On a des perspectives extraordinaires. Ne nous retournons pas dans le passé. Regardons aujourd'hui, et aujourd'hui donnons que les politiques donnent à ces jeunes une raison d'espérer. Conclusion, Robert Ménard, il va un peu loin sur les femmes ou Oui, enfin, écoutez, Sardou, c'est ça, et c'est pour ça qu'on l'aime. Attendez, mais il n'est pas un homme politique, Sardou. Il peut bien dire ce qu'il veut. D'accord. Ah, il faut pas exagérer, il a le droit. Moi, il y a des chansons de Sardou qui m'émeuvent encore chaque fois que je les entends, et je suis sûr que vous êtes on termine là-dessus. Quelle chanson, par exemple, beaucoup Les Lacs du Connemara. Voilà, mais pas que ça, il y en a d'autres. Non, mais surtout, Monsieur Debré a raison, il faut une classe politique et des hommes politiques qui nous fassent rêver, qui nous donnent du souffle et qui aiment ce pays. Et pas simplement ce pays à un siècle. Merci messieurs, merci Jean-Louis Debré, merci Robert Ménard. C'était C'est pas tous les jours dimanche. Vous retrouvez tout de suite Ronald Guintranche pour le 120 minutes. Bonne soirée, l'info continue sur BFM TV.